Bonsoir à tous et une chaleureuse bienvenue au sein de cette émission Que les choses soient dites. Le thème de ce soir se base sur un fait d'actualité, et je veux dire récent en Guadeloupe. Il est évident que nous ne pouvons et ne devons aujourd'hui éluder la question du vivre ensemble. Le débat tournera autour de ce sujet brûlant, le vivre ensemble en Guadeloupe, à quel prix ? Voilà donc un sujet passionnant, certes, mais un sujet qui mérite d'avoir des réponses. Et ce soir, sur ce plateau, nous avons plusieurs invités, des invités que vous connaissez, je pense, pour la plupart, voire tous. Tout d'abord, je débuterai par les dames, ou la femme qui est avec nous en plateau, Nathalie Minacci. À ses côtés, nous avons Thierry Panol. Ensuite, nous avons aussi un homme que vous connaissez bien, on va dire celui qui souvent booste l'émission, Harry Ancelade. Nous avons Raphaël Spéronel et puis un autre invité qui vient ici pour la première fois au sein de cette émission, Robert Valérius, qui est avocat. À ses côtés, nous avons Samuel Damo, que vous avez l'habitude aussi de voir ici. Alors, vous vous posez certainement la question à savoir, où est Evita ? Puisque vous le savez, elle fait partie de ce noyau dur de l'émission. Mais Evita n'est pas avec nous ce soir, puisqu'elle a été convoquée à Paris pour une audience qui s'est tenue hier à la 28e Chambre correctionnelle de Paris, en compagnie d'autres avocats de Guadeloupe, mais aussi de Martinique, pour ce procès historique mettant en cause Franco Lolia, poursuivi pour la dégradation de la statue de Colbert, le théoricien du pacte colonial, l'homme du Code noir. Voilà, et puis lorsqu'elle reviendra, elle nous en dira certainement plus. Maintenant, je ferai un tour de plateau, comme à l'accoutumée, pour la définition du vivre ensemble. Alors, j'aime bien avoir votre définition au lieu de partir vers le dictionnaire tout de suite, vers les définitions données. Alors, tout d'abord, Samuel a baissé la tête, donc je commencerai par Nathalie. On continuera. Alors, Nathalie, pour vous, c'est quoi le vivre ensemble ? C'est d'arriver à faire société, je crois, à faire société, à comprendre les autres et à trouver une façon d'accorder les différences dans une société pour pouvoir effectivement vivre ensemble, tout simplement. Mais au-delà de ça, ça dépend. Les sociétés ne sont pas toutes égales à elles-mêmes. Donc c'est vrai que la définition du vivre ensemble pour un pays peut-être comme la France n'est peut-être pas la même chose du vivre ensemble pour un pays en construction comme la Guadeloupe. Ça, c'est juste pour donner le petit côté politique qui m'est important, parce qu'on ne peut pas penser que ce genre de débat aurait la même teneur à tous les endroits en fait, de la Terre, et qu'il y a des différences entre les pays qui ont déjà fait société et puis d'autres qui sont en construction et qui essaient justement de faire respecter ce qu'ils sont, peut-être légitimement, mais pas encore légalement. Je vais développer après. Merci. Thierry, pour vous? Pour moi, c'est d'arriver à ce que toutes les différences de toutes les personnes qui vivent sur un territoire donné puissent s'harmoniser et que chacun puisse vivre de ses différences, de ce qu'il est, avec les différences des autres, que ces différences n'empêchent pas la tolérance de s'exprimer, et que tout un chacun sur le territoire donné soit en mesure d'être accepté et de pouvoir être ce qu'il est parmi d'autres. Voilà. Harry, votre définition, ça vous dit rien? Moi, je considère que ça devrait se faire tout seul. Non, mais enfin, le vivre ensemble, c'est surtout, pour moi, c'est être capable d'évoluer dans un espace avec toutes les différences qu'on a, sans pour autant poser problème à l'autre.
Et c'est, à mon avis, là, c'est le plus difficile à réaliser. Parce qu'on est dans un espace commun, on est dans un lieu commun, on a nos différences et on doit être capable d'évoluer sans être un problème pour l'autre. Et c'est ma définition est là. Moi, pour l'instant, je m'arrête là. D'accord, Robert, pour vous? Ah, pour moi, vous avez passé le tour de Spéronel. Oui. Vivre ensemble, c'est faire communauté. Ça veut dire concrètement adhérer à quelque chose, à des valeurs, à une culture. Et lorsque l'on n'est pas de cette culture, c'est accepter que l'autre culture existe. Et en fait, la personne qui a commencé ce débat, Madame Minacci, a posé une problématique très intéressante. Mais ça veut dire aussi concrètement qu'il y a un agir politique qui permet de vivre ensemble. On ne vit pas ensemble simplement comme si on découvrait quelque chose. Donc c'est faire communauté, mais c'est aussi faire communauté à partir de quelque chose qui existe aussi déjà. Alors effectivement, elle disait tout à l'heure, et c'est vrai, on peut pas, le vivre ensemble dans certains pays déjà construits n'est pas la même chose que le vivre ensemble dans un pays qui n'est pas encore totalement construit. Et il y a une différence entre la légalité et la légitimité. Et j'ai bien aimé cette formule-là, pour moi qui suis juriste. Merci. Samuel? S'il y a un terme pour moi qui définirait bien le vivre ensemble, c'est l'harmonie. Un peu à la façon de l'orchestre, du chef d'orchestre qui, avec des instrumentistes, des instruments très différents, arrive à faire une œuvre tout en harmonie parce que chacun a sa place. On doit se poser la question, lorsqu'on vient ensemble, à savoir qu'aimerait celui qui est en face de moi, qu'est-ce qu'il aimerait que je ne fasse, point. Et effectivement, qu'est-ce que je pourrais faire justement pour l'amener à faire qu'on puisse évoluer ensemble, se supporter. Et je pense que c'est l'harmonie. S'il y a un mot qui définit pour moi le vivre ensemble, c'est l'harmonie. Voilà, je développerai après, mais en tous les cas, c'est ce mot qui me vient à la tête en premier. Alors, je pourrais rajouter simplement la notion de respect. Pas la notion de tolérance, moi j'aime pas la notion de tolérance, c'est la notion de respect. Alors tolérance, c'est que je suis d'un niveau et puis je tolère l'autre, c'est-à-dire qu'il peut dire ce qu'il veut. Le respect est différent, on respecte la personne, mais on respecte la culture de la personne, les valeurs de la personne. Je ne dis pas qu'on participe, et on accepte que l'autre existe. Et c'est ça le respect. Merci. Raphaël? Oui. Moi, c'est effectivement, ce serait une qualité d'être en commun. C'est vraiment la notion de commun, de mise en commun, de communauté qui va être importante. Et cette qualité d'être en commun, c'est à base, bien sûr, de concession et de respect. De concession et de respect sur le quant à soi. Puisque par définition, il y aura une tension entre le quant à soi et la mise en commun. Et il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est entre existence, réalité de l'existence, et comportement assumé ou pas assumé. Et moi, chaque fois que je parle de ça, ça me rappelle une phrase d'Umberto Eco qui dit « Celui qui te menace est aussi celui qui te construit ». Et donc, ça veut dire qu'entre menace et construction ou autoconstruction, il y a quelque chose à trouver qui est de l'ordre effectivement du respect, qui est de l'ordre de la culture, qui est de l'ordre justement du vivre ensemble, qui tourne, qui vise l'harmonie, mais qui n'est pas une donnée acquise immédiatement. C'est une donnée de construction. Voilà, alors j'ai pu trouver différentes définitions qui viennent de plusieurs sources. Alors, vivre ensemble, c'est une cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés. Ensuite, capacité et assentiment des habitants dans un environnement de diversité sociale et culturelle à partager harmonieusement leur lieu de vie. Et puis, il y a aussi cette définition, état d'harmonie atteint par les habitants vivant dans un environnement de diversité sociale et culturelle lorsqu'ils développent avec succès une culture de paix entre eux, comprenant le respect et l'appréciation mutuelle, le bon voisinage, des relations coopératives et un désir commun de paix et d'apaisement.
Donc, je m'arrêterai là. Il y a d'autres définitions, mais je pense que pour lancer ce débat, ces définitions sont assez riches, plus tout ce que vous avez avancé ici sur ce plateau. Et j'aimerais quand même débuter avec une phrase de Martin Luther King que vous connaissez certainement très bien. Il dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Donc, voilà un petit peu pour lancer le débat. Et c'est un discours qu'il avait avancé en mars 1968. Le 31 mars exactement 1968. Voilà. Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle de vivre ensemble, selon vous, est-ce qu'on parle forcément de cohabitation? Quand on dit vivre ensemble, est-ce qu'on parle de cohabitation? L'image du vivre ensemble, pour moi, c'est une image de la Guadeloupe, la notion du lacou. 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 Oui. Vous savez, dans des quartiers, les gens vivaient, même si quelquefois ils ne s'entendaient pas, mais il y avait un respect mutuel dans le lacou. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le lacou. Oui. Bon. Et ça, c'est une image qui me semble très importante, étendue à la société guadeloupéenne, cette espèce d'esprit de respect de l'un à l'égard de l'autre. Souvenez-vous que quelquefois, il y avait des dissensions entre les gens du lacou. Mais lorsque l'enfant de l'une passait et ne disait pas bonjour à l'autre, la maman disait, mais un tel, quand on y a vraiment un tel, est-ce que vous connaissez cette histoire-là, cette histoire de la culture guadeloupéenne, c'est l'histoire du lacou. Ben c'est là le respect qui existe entre les gens, le respect de la personne et le respect de l'autre. Ça, c'est une première chose. Et c'est ça qui fait communauté, en réalité. Et comme disait Raphaël, c'est ça qui fait communauté. C'est le respect qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre, les groupes vis-à-vis des autres, et la volonté aussi d'être et de faire communauté. Il faut une volonté, c'est pas quelque chose qui naît comme ça. Il faut une volonté, et quelquefois le politique peut arriver à conduire par un travail qui est fait, lorsqu'on fixe un objectif à une société. Et ça peut créer une volonté de faire ensemble. Parce que lorsqu'on travaille ensemble, on ne regarde pas l'autre, on ne regarde pas celui-ci ou celui-là. Lorsqu'on fait ensemble aussi, ça permet de créer un processus du vivre ensemble. C'est un élément qui me semble important. Alors, je vais quand même préciser, Robert Valérius, que vous avez écrit un article, ça c'est en septembre 2020, sur le vivre ensemble, quel avenir, et un document, je pense, qui vaut son pesant d'or dans la réflexion que vous avez menée sur le vivre ensemble. Alors, est-ce que vous avez à rajouter un petit peu sur cette partie-là? Alors, quand on parle de vivre ensemble, certaines personnes vous disent oui, vivre ensemble, c'est cohabiter. Oui. C'est peut-être un peu forcé. En tout cas, ce qui est sûr au départ, c'est que la règle, c'est la diversité. Voilà. Que ce soit au niveau de la nature, dans une définition de nature, que dans une définition de culture. Nous sommes fondés sur la différence. Ce n'est pas simplement un jeu, ce n'est pas simplement un esprit, c'est une. Et dans cette différence-là, il y a quand même des lignes de force qui unissent ou assemblent, créent des consensus entre des gens. C'est une certaine épaisseur historique, un certain vécu dans l'espace et dans le temps de sa propre histoire, sachant que les échelles d'histoire sont différentes selon les populations, selon les trucs. Et donc, il y a quelque chose qui se dégage avec le temps, la sagesse du temps, et qui dégage un premier niveau d'habitude de vivre ensemble. Alors, c'était la proto-histoire de la Guadeloupe. Les bases socioculturelles, les fondements socioculturels de la Guadeloupe, c'est effectivement la proximité, la relation, le voisinage. Et avec aussi une certaine promiscuité dans tout ça. Oui. C'est ça qui a fait notre fondement. Ce ciment-là a été quelque chose qui, chez nous, a fondé notre identité, les fondements de notre identité de base. Par la suite, ça s'est enrichi avec différentes stratifications, qu'elles soient sociales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient politiques, mais ça crée quand même un minimum de connivence entre les
à un moment donné de notre histoire. Ce moment donné est acquis. Cette connivence, si aujourd'hui quelqu'un ne sait pas qu'il est guadeloupéen, c'est qu'il a un problème. On sait d'où on vient. Par contre, est-ce que cette connivence actuellement qui est acquise fait déjà consensus? Ça, c'est moins sûr. Alors, qui veut rajouter quelque chose sur cette partie-là? Nathalie, non? Moi, je crois que... Alors, Raphaël vient de dire quelque chose d'intéressant. Si quelqu'un ne sait pas qu'il est guadeloupéen, c'est qu'il y a un problème. Mais il y a 50 ans, les gens ne savaient pas qu'il était guadeloupéen. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait par le politique, par le social. Alors, permettez, quand vous dites que les gens ne savaient pas qu'ils étaient guadeloupéens, vous parlez de qui? Alors, je veux dire par là, je ne dis pas que les gens ne savaient pas qu'ils étaient de Guadeloupe. Les gens, ils savaient qu'ils étaient de Guadeloupe. Mais la conscience d'être guadeloupéen et d'affirmer sa guadeloupéanité, elle est venue d'un travail qui a été fait. Alors, ça a été fait sur les plans politiques, sur les plans sociaux, sur le plan culturel. Mais c'est un travail qui a été fait. Ça veut dire, quand on parle de la géopolitique, non pas politique au sens de politicien du terme, on parle de la géopolitique au sens du culturel, de l'associatif, de l'action aussi politique. Et donc, il y a 50 ans, ou 60 ans, ou 70 ans, les gens savaient qu'ils étaient de Guadeloupe, mais est-ce qu'ils assumaient leur guadeloupéanité, la culture guadeloupéenne, la langue guadeloupéenne, le créole guadeloupéen, la veillée guadeloupéenne? Moi, je me souviens encore que beaucoup de gens partaient d'ici en pensant qu'ils étaient strictement français, alors qu'ils étaient simplement citoyens français, parce que personne ne conteste qu'on soit citoyen français. Ça, c'est ça. Mais est-ce que la culture guadeloupéenne était intégrée dans l'esprit de ces gens-là? Et je veux dire que c'est en fait un travail qui a été fait pour permettre de comprendre ce que l'on est. Et ça a permis aussi d'étendre et de faire qu'aujourd'hui, il y a un vivre guadeloupéen. Un vivre guadeloupéen. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons du mal à nous accepter et à nous supporter? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Bon. Voilà. Alors, pour prolonger un petit peu. Vraiment, je lance les choses. Oui, mais c'est intéressant que ce soit abordé comme ça, parce qu'il y a des relents de choses qui restent, alors que dans l'épreuve des faits, c'est pas ça. Pour prolonger un petit peu ce que disait Robert tout à l'heure, quand on va parler d'identité, ce qui a été gagné par ces 30-40 dernières années, et vraiment tout le travail qui a été fait par tout le monde. Ce qui a été gagné, c'est la notion d'appartenance. On avait l'identité, on n'avait pas d'appartenance. Alors, on était un petit peu schizophrénique. Ces dernières années, depuis 2009? Non, avant ça. Tout le travail, disons, à la louche comme ça, depuis les années 70, à la louche. Oui. Les mouvements patriotiques. Alors, oui, tout à fait. Oui, et puis les revendications culturelles, beaucoup de choses. Alors, et le créole, la langue. Juste pour reprendre ce que c'est. L'identité, c'est ce qui est porté par les racines, par les routes, par l'affiliation, par le patrimoine. C'est tout à l'heure quand je disais si on ne sait pas qui on est, bon, alors c'est toujours pareil, c'est le même jeu. On sait plus facilement ce qu'on est à l'extérieur que quand on est en Guadeloupe. Bon, c'est le jeu de différenciation, c'est normal. Je sais que je suis Guadeloupe quand je suis à Paris, mais quand je suis en Guadeloupe, je ne sais pas qui je suis. La plus forte raison quand je suis aux États-Unis, etc. Bon, ça, c'était la dimension identitaire qui s'appuie sur des routes, sur les racines, sur la biologie. Ça, c'était acquis, même si c'était contesté par beaucoup. Ce qui est nouveau, c'est l'appartenance. C'est-à-dire que maintenant, il y a un schéma mental, il y a des espaces de convergence mentaux qu'il faut qu'on s'est réapproprié des données de notre vie et qu'on les assume. Et ces données-là, c'est de la superstructure, c'est un must, c'est du qualitatif. Et la rencontre entre les deux fait l'intégralité du Guadeloupéen aujourd'hui, qui est réconcilié, même si bien sûr il peut y rester quelques petites anicroches par moment. Nathalie? Oui, je voulais simplement souligner par rapport à ce que disait M. Valerius qu'effectivement, c'est pas cette construction-là, cette identité maintenant peut-être de plus en plus revendiquée, elle ne s'est pas construite tranquillement. Ça a été le fruit de résistance. Et c'est ça aussi qui est un peu paradoxal chez nous. C'est que maintenant on parle d'un vivre ensemble parce qu'on était Guadeloupéens un peu malgré nous, puisqu'on nous faisait comprendre que ce que nous étions n'était pas digne d'être dans la grande société et l'ascension sociale. Le créole, ça a été un combat, la culture, ça a été un combat, tout a été combat.
Donc on s'est construit, et puis bon, je pense que vous parliez effectivement du problème de la chapelle indienne de la voiture à pain, en tout cas de tout ce qui s'est voilà. passé ces derniers jours. L'histoire de la chapelle indienne, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Guadeloupéens qui ignoraient qu'effectivement ces chapelles-là s'étaient construites en résistance parce que justement il fallait se cacher pour être qui on était. Et c'est que maintenant, grâce justement à des résistants qui ont porté vraiment le flambeau vraiment haut, que maintenant il y a des gens qui, pour eux, c'est normal d'être comme ils sont, alors qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a peut-être 20 ans, etc. Il y avait des problèmes effectivement pour qu'à qui joue du tambour dans la rue piétonne, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont peut-être inimaginables aujourd'hui. Vous prenez un jeune aujourd'hui, vous lui parlez de ça, il vous demande dans quel pays on était. Donc on a fait un bond énorme, je veux dire, mais ça aussi, c'était le travail de résistants culturels, de résistants identitaires. Donc maintenant, ce sont des choses qui sont à fleur de peau. C'est pour ça que je parlais de la construction historique qui est peut-être plus courte chez nous, mais ce sont des choses qui sont vraiment à fleur de peau et qu'il ne faut pas qu'on touche maintenant de n'importe comment, quoi. Ce sont vraiment des choses où les gens vont réagir parce qu'on est vraiment à fleur de peau là-dessus. Oui. Alors oui, il y a Harry qui voulait dire quelque chose. Thierry. Et ensuite Samuel et ensuite on revient. J'ai entendu des propos, donc des amis qui sont là, mais ma grande question ici, c'est savoir est-ce que le vivre ensemble peut se passer d'éducation. Il est question, à mon avis, d'être éduqué à bien des valeurs, c'est-à-dire à se les inculquer, par exemple le respect, mais il y a de ces personnes qui n'ont jamais été éduquées à respecter. Donc oui, à respecter quand on a été éduqué, oui, à accepter l'autre quand on a été éduqué à cela. Donc se pose le problème, sans aller plus loin, de l'éducation passée, de l'éducation présente, parce qu'à mon sens, sans éducation, il n'y a pas d'avenir. Donc le respect, la volonté d'aller de l'avant, de s'élever, d'être enseigné, d'être enrichi, quelle éducation avons-nous de manière à vivre ensemble? Quelle éducation avons-nous reçue qui a permis à nos parents de vivre ensemble? Et est-ce que cette éducation, cet enseignement, en tout cas les deux, est-ce qu'ils nous permettent actuellement de vivre ensemble à partir de ce que nous sommes et que ça ne pose pas problème dans la société? Donc j'entends qu'il y a de la construction partielle qui a démarré il y a longtemps, mais présentement, il y a des mots, il y a des actes, il y a des actions, il y a des rejets qui se manifestent. Et la grande question est de savoir pourquoi le respect peut-il se passer de tolérance. Je parle de tolérance positive, puisqu'il y a des fois, elle peut être aussi abusée et négative. Mais le respect, oui, quand il s'agit de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on puisse se voir faire. Mais la tolérance, elle est le fondement même, en tout cas le tabernacle des différences, de toutes les différences possibles. Il faut respecter les différences, il faut accepter l'autre, etc. Et présentement, c'est vrai qu'on se rend compte que de plus en plus, il y a certains, évidemment pas tous, mais qui par ci et là, sont en train de ne plus vouloir respecter et évidemment de ne pas être tolérants. Alors on aborde déjà une question, quels sont les éléments qui peuvent remettre en cause le vivre ensemble et Samuel et Harry, selon vous, qu'est-ce qui peut remettre en cause le vivre ensemble? Puisqu'aujourd'hui, c'est une question brûlante qui s'impose à nous. Il faut, effectivement, jusqu'à présent, on parle de vivre ensemble de façon très large et très multiple. Le problème, si nous amenons sur la Guadeloupe, il y a un vivre ensemble qui a fonctionné, parce que la Guadeloupe, qu'on le veuille ou non, est quand même un pays composé de différentes communautés ethniques. Bon, on a appris à vivre ensemble, on a appris à bénéficier d'ailleurs de valeurs culturelles de chaque communauté. Et ça a bien fonctionné, je trouve que ça a très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème qui se pose quand même, c'est que nous sommes dans un pays où finalement
il y a différentes communautés, mais il y a un seul dirigeant. Et le dirigeant n'est pas représentatif, il n'est pas majoritaire, il ne représente pas la communauté de base. C'est très important. Parce que finalement, nous sommes une structure qui est assez atypique. Parce qu'en définitive, nous sommes dans un pays où la masse communautaire, je dirais la masse qui compose ce pays, n'est pas la masse qui dirige ce pays-là, qui décide, qui organise ce pays-là. Bon, en quoi ça a de l'importance? Ben, c'est qu'à chaque fois, à ce moment-là, ça veut dire quand il y a une autre partie, la partie dirigeante, mais qui n'est pas majoritaire, mais qui, de ce fait, a un pouvoir lié à sa puissance, prend très facilement des dérives, parce qu'on parlait tout à l'heure de respect, d'éducation, etc. Mais c'est surtout ça le débat, c'est l'éducation de celui qui a la puissance. C'est là le grand danger, c'est d'abord lui qui doit être bien éduqué. Parce que cette puissance a tendance à donner libre cours à toutes sortes de dérives. Et c'est là où en Guadeloupe nous sommes en danger. Il y a un danger. La Guadeloupe est un point très sensible à partir de ça. Parce que cette communauté guadeloupéenne, qui a toujours vécu sous une puissance et d'une sensibilité, d'une fragilité, mais surtout, et à tête à bondir. Parce que, justement, elles vivent tout le temps sous une puissance extérieure, crée un état de fait, et on est tout le temps prêt à réagir, et l'histoire l'a montré à différents moments. Et ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on est en train, les différents coups de l'histoire, depuis 40-50 ans, on en peut citer quelques exemples. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que on sent pointer, en tout cas c'est mon impression, je sens revenir les mêmes choses, les mêmes réflexes, les mêmes attitudes qui provoquent ce genre de réaction. Et c'est là où je pense qu'il est grand temps, effectivement, et c'est d'où l'intérêt de ce débat, je pense qu'il faut aujourd'hui interpeller un certain nombre de gens et leur apprendre justement que vivre ensemble... Quand vous dites, Harry Jean, un certain nombre de gens... Ah mais, parce que justement, je disais au début de mes propos que la Guadeloupe, un certain nombre de communautés d'ethnie ont été habituées à vivre ensemble et ont fonctionné. Et on se sont donné des repères et ont fonctionné. Si aujourd'hui la Guadeloupe fonctionne, c'est qu'on a réussi à le faire, à se vivre ensemble. Aujourd'hui, on sent une déstabilisation de ce système parce que de nouveaux venus qui arrivent pas en intégrant un système existant, mais qui arrivent de par leur positionnement politico, convaincus d'avoir le pouvoir, mais le pouvoir à tout point de vue, économique, mais aussi, surtout, le pouvoir du réseau. Il n'y a pas que ça. Le pouvoir de la loi, le pouvoir de force de l'ordre. Mais à ce moment-là, ça prend, surtout quand ces gens-là ne sont pas préparés et qu'on les a pas préparés au respect des valeurs des autres, eh bien ça prend un risque, on prend un risque énorme à l'explosion. Samuel. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Nous sommes une société composite, c'est vrai. Pour moi, la première, on commence à vivre ensemble déjà dans le ventre de sa mère. Et forcément, quand une maman a une grossesse heureuse, il y a de fortes chances qu'elle aime son enfant. Parfois, lorsque la grossesse est moins heureuse, parfois elle peut faire, si elle n'accepte pas le père, faire une sorte de projection sur l'enfant. Pourquoi je dis ça? C'est que nous sommes un pays, il a dit, je ne sais pas si nous sommes un peuple au départ. Parce que nous sommes plusieurs communautés vivant au même endroit. C'est quand même une différence, c'est une nuance qui n'est pas négligeable. Et nous avons appris à vivre comme ça. Il y a une sorte d'entente latente, mais personne ne l'a dit. Est-ce qu'on est un peuple, est-ce qu'on ne l'est pas? Mais on a appris à le faire. Beaucoup de pays
lorsqu'on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis récemment avec le Capitole, parce que nous, on veut nous donner des leçons, mais aujourd'hui, la plus grande puissance mondiale a montré ses limites, puisque ce sont des choses, je pense, qui ne sont jamais arrivées en Guadeloupe. Qu'on intervienne comme ça dans un lieu aussi justement, j'ai envie de dire, c'est quelque part un lieu sacré pour les Américains, et d'avoir ce comportement-là. Je pense que les Guadeloupéens ont fait beaucoup preuve d'abnégation, beaucoup preuve de tolérance. Une tolérance jamais définie vraiment, mais qui s'est mise en place par la force des choses. Et on a vécu les uns à côté des autres, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que lorsque des gens qui viennent de l'extérieur essaient de bousculer cette entente qui est quelque part un peu latente, un peu non dite, mais qui existe vraiment, eh bien, ces personnes-là sont étonnées de voir que c'est un peuple qui se lève. C'est tout justement, tout le paradoxe, c'est ça. C'est-à-dire, nous ne sommes pas un peuple à la base, nous sommes plusieurs communautés, mais il suffit que quelqu'un vienne pour toucher à une des communautés, on dit non parce qu'on est un peuple quelque part. Et on dit non. Donc finalement, Robert a fait allusion à l'éducation au début. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre la légitimité, parce que lorsque vous arrivez dans un pays comme la France, elle est jalouse du terme intégration. Parce que vous arrivez en France, vous devez vous intégrer. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas un choix. On vous demande de vous intégrer à travers la langue, à travers la culture, à travers tout ce que vous allez faire. Vous respectez un certain nombre de choses puisque vous vivez en France. Comment ne pas comprendre dès lors que lorsqu'on vient dans un pays, puisque c'est peut-être parce qu'il est petit, c'est vrai que c'est... Voilà. Mais comment lorsqu'on débarque quelque part à un pays qui a une culture, on se dit qu'on va faire n'importe quoi, on ne va pas supporter, c'est-à-dire on va essayer d'exporter sa culture, d'importer sa culture dans ce pays-là pour dire vous allez fonctionner quand même comme des Français. Alors, c'est vrai que lorsque la légitimité rencontre la légalité, il peut y avoir justement ce choc-là. Je pense que c'est toi qui as parlé d'éducation. Est-ce que tout le monde était éduqué? Robert a fait allusion au LACOU. C'est vrai que ça a été une thèse quelque part de l'architecte Jacques Berthelot, pour le nommer, qui avait fait une thèse sur le LACOU. On vivait d'une certaine manière dans les LACOU en Guadeloupe. Et on arrivait à se supporter, même si on n'était pas d'accord, parce qu'il y avait une obligation. La promiscuité fait que ça nous obligeait à nous entendre. On n'a pas d'arrière-pays. Lorsque vous vivez en France, vous pouvez partir vous n'êtes pas bien à Lille, vous partez à Marseille, vous n'êtes pas bien à Marseille, vous allez à Bordeaux. Mais en Guadeloupe, il n'y a pas d'arrière-pays. Il n'y a nulle part où vous allez aller, vous n'allez pas rencontrer la personne avec laquelle vous avez un conflit. Donc ça nous oblige à être quelque part intelligent. On a cette intelligence-là, je ne sais pas si ça s'appelle du respect, comment on peut nommer ça, mais il y a une sorte d'intelligence collective qui fait qu'on a réussi à garder ça intact. Alors aujourd'hui, peut-être que se passe-t-il que ce sont les... Voilà. Peut-être que lorsqu'on va essayer d'attaquer cela, que peut-être ça va encore plus ressouder les différentes communautés, parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas supporter effectivement lorsqu'on touche à la culture, parce que la culture n'est jamais très loin de... On ne peut pas opposer la culture à la légalité, on ne peut pas opposer ça, ça ne doit pas se regarder en chaîne faïence. Des communautés qui ont l'habitude ou qui ont eu l'habitude de vivre ensemble ici en Guadeloupe, si j'entends bien, est-ce qu'il y a d'autres communautés qui sont venues en Guadeloupe et qui aujourd'hui ont du mal à vivre avec ces communautés qui existaient déjà? Alors, est-ce que c'est ce qui se passe? C'est ce qui en... Moi, je crois, excuse-moi, moi je pense qu'il y a un peuple Guadeloupe. Un peuple qui a été forgé par l'histoire, qui a des dermes différents, c'est pas un problème, mais c'est l'histoire qui a forgé un peuple de Guadeloupe, un peuple guadeloupéen, qui est des leucodermes, des mélanodermes, tout ce que vous voulez. L'histoire a forgé aussi une culture guadeloupéenne. Et ça, c'est une réalité, c'est ce que tu abordes d'ailleurs. Il y a une réalité guadeloupéenne, que les gens soient blancs, noirs, gris, bleus, il y a une réalité historique de la Guadeloupe. Et ça, même si les communautés ne se fréquentaient pas, mais il y a une réalité, je vais vous être concret, soyons concrets, un leucoderme pays, pour pas dire un blanc pays, c'est pas un blanc de France. C'est pas vrai. C'est clair. Bon. Un noir de Guadeloupe, c'est pas un noir d'Afrique. Parce que nous avons une culture caribéenne qui est liée à une histoire qui est la nôtre. Et même si les gens ne se fréquentent pas, mais ils ont participé à la création de cette culture-là. C'est ça la réalité. Or, d'autres qui viennent et qui ne sont pas de la même culture,
ils doivent accepter cette réalité-là. Et quelquefois, ils ne l'acceptent pas. C'est ça, cette réalité. Le fait que le vivre ensemble est difficile, plus difficile aujourd'hui qu'avant. Or, quand tu arrives, et quand on arrive dans l'Hexagone, moi je dis qu'il est normal que les gens qui viennent d'autres pays du monde, parce qu'ils s'intègrent, ou qu'ils arrivent avec ce qu'ils sont, mais ils doivent respecter ce qu'est la culture française ou la République française. Alors, est-ce qu'on a le sentiment, et on y va au niveau des questions, et j'aimerais que vous soyez vraiment en transparence sur ce sujet, puisque l'intérêt, c'est de l'aborder et surtout de faire avancer ce débat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Guadeloupéen, celui dont vous parlez, le Guadeloupéen, ne se sent plus chez lui, en Guadeloupe? Est-ce qu'il a du mal à vivre avec d'autres communautés qui arrivent ici? Comment percevez-vous la situation? Parce que c'est vrai, je vous l'ai dit, je me suis basée sur un fait d'actualité. Alors on parle aujourd'hui avec un peu d'humour, pour d'autres avec rage, pour d'autres avec beaucoup d'amertume, du fait que la voiture à pain qui klaxonne dérange, le temple hindou dérange. Alors certains disent oui, mais même le coq qui chante, il dérange aussi. Donc, alors, mettons vraiment le pied dans le plat. Moi, Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quel est le sentiment aujourd'hui en Guadeloupe par rapport à cette question du vivre ensemble? Pour moi, il ne faut pas mettre les éléments sur le même tableau. La voiture, à peine le temple hindou, ça relève de l'identité guadeloupéenne qu'on essaie de défendre. Quand je dis qu'on essaie, c'est parce que justement, nous sommes un peuple, même si nous ne savons pas, nous sommes un peuple parce que nous avons forgé ce pays-là. Et parce qu'il y a effectivement dans ce pays-là comment on peut dire, des groupes ethniques, oui, des groupes ethniques, mais qui sont majoritaires, qui constituent la matrice, qui ont souffert et qui ont porté et qui ont construit ce pays-là, plus que d'autres. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui sont majoritaires ici et qui ont construit une culture guadeloupéenne. Donc, qui ont une légitimité. Qui ont une sur légitimité. le territoire. Voilà, qui ont une légitimité. Et quand on dit que est-ce qu'on n'arrive plus à vivre? Non, on vit très bien ensemble, je crois. On vit très bien ensemble et on n'a pas de leçon à donner parce que justement, malgré le fait que l'histoire a été douloureuse et qu'entre communautés existantes, l'histoire a été très difficile, on a quand même réussi à créer quelque chose qui nous appartient de façon légitime. Là où le problème se pose, c'est quand effectivement vous avez des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ne respectent pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas respecter, mais tout simplement parce qu'ils sont remplis de l'arrogance d'être français et d'avoir des lois de la République française qui doivent s'appliquer ici, et qu'on est en totale méconnaissance de la culture. Donc quand la culture n'a que sa légitimité pour la défendre et pas sa légalité, on rentre dans des histoires qui sont difficiles. L'histoire du coq. Le coq, c'est des Parisiens, généralement tout ça en France aussi, ce sont des Parisiens qui vont vivre en campagne, qui ne supportent pas. Parce qu'ils sont habitués à être tranquilles. Donc ça, c'est plus de problèmes de voisinage, je veux dire, qui peuvent se poser n'importe où. De gens qui arrivent et qui n'ont pas envie d'être dérangés, parce que maintenant, la société fait aussi qu'on est dérangé par tout un tas de choses. Mais quand on parle effectivement de ces problèmes-là qui font s'affronter, on va dire, des gens qui ne comprennent pas, parce que l'histoire du temple indien, elle est vraiment caractéristique. Au-delà de la nuisance sonore, qu'on aurait pu à la limite comprendre, c'est le jugement qui est porté. C'est la façon de décrire le culte qui est inacceptable. Parce que justement, on parle de décapitation, de rites indo-musulmans, on parle de prêtres autoproclamés, on parle de tout un tas de choses qu'on ne connaît pas et qu'on se permet de juger parce qu'on arrive de l'extérieur avec son manteau, sa culture, mais aussi sa force de l'égalité. Et on impose cette force de l'égalité à des gens qui sont là et qui n'ont que leur légitimité. C'est pour ça que je parlais de l'égalité, de légitimité. Donc pour nous, c'est d'autant plus important et c'est d'autant plus difficile à construire, mais il faut que, en même temps, ça nous aide aussi à nous construire. Cette agression-là, quelque part, nous aide aussi en face à nous dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est qu'il tient nous avons bien voir que tant indien a été là depuis non, il n'a pas dérangé pour nous, nous avons dit tambour là. Bon, nous savons que, effectivement, c'est une cérémonie indienne qu'a faite, mais nous savons que ça dure une journée, puis ça finit. Et puis, si nous n'y chance, nous allons manger dans la cérémonie-là. Donc, ça n'a pas déranger pour nous. Et là, on va venir parce qu'effectivement, il ne faut pas faire des autres, il faut construire avec permis de construire, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, quelque part, ça a rentré en confrontation avec l'utilité, ça a posé problème.
Donc c'est vraiment pour moi deux choses différentes. Sur la question du rapport culturel, je n'ai pas si facile ça va. Je crois que c'est vraiment avant tout un rapport de force. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tout à fait. Et la culture est prise en enjeu. Mais bien sûr. En enjeu de ce rapport de force. Et donc, le problème qui se pose pour répondre, c'est que le niveau d'hospitalité moyen est excédé. C'est bon. Donc, c'est ça. Au départ, Le niveau d'hospitalité moyen est excédé. C'est-à-dire que fondamentalement, le peuple guadeloupéen est hospitalier. Il reçoit tout le monde. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une tolérance là-dedans, dans tout. Et là, je parle vraiment de tolérance. Donc, il s'est passé, du fait de ce rapport de force unilatéral, et toujours dans le même sens, au service des nouveaux arrivants. C'est intéressant parce que ça a mis en relief deux choses. La première chose, c'est que n'oublions pas quand même qu'il y a celui qui reçoit et celui qui est reçu. Les relations ne sont pas des relations égalitaires. Celui qui reçoit est dans une position de légitimité, en l'occurrence chez nous, par rapport à celui qui est reçu. Ça ne veut pas dire qu'il doit accepter n'importe quoi et tout, mais il y a quand même une certaine hiérarchisation. Je ne vais pas parler de droit d'usage, droit de sol, droit de machin, mais il y a quand même une hiérarchisation. La deuxième chose par rapport à la Guadeloupe qui est très intéressante, tu parlais beaucoup de niveau de résistance, que nous sommes un pays qui s'est construit beaucoup sur la résistance. Je pense maintenant que le niveau de résistance, il a fait son travail. Maintenant, nous sommes dans l'illustration. Et ça, sur les juristes que les Sabiens, défense et illustration. On n'est plus dans la défensive maintenant. C'est bon, on a gagné, on sait. On est dans l'illustration. Et ce qui est à nous, c'est en nous. Et on ne veut pas que n'importe qui, à partir de n'importe quel principe ubuesque, vienne nous déranger dans ce domaine-là. On reste tolérant, on reste dans le respect. Et ce n'est pas un problème d'éducation, c'est véritablement un rapport de force qui est en train de se mettre en place, si ce n'est un rapport de substitution. Oui, Samuel, ensuite. Pour aller dans le droit fil de ce que tu as fait, on est en train de constater, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui en Guadeloupe par rapport aux politiques? Le discours des politiques a changé. Qu'il soit du côté de la majorité présidentielle ou pas. Les élus guadeloupéens demandent à ce qu'on comprenne, qu'on les respecte. C'est-à-dire qu'on co-construise avec eux. Vous avez plus ça va, c'est plus il y a un pouvoir qui sort, qui est complètement détaché et qui vient vous imposer, même dans les compétences qui sont des compétences purement locales. Ils peuvent vous dire, voilà, asseyez-vous, voilà ce que vous allez faire. Et je pense que ça, c'est une grande méconnaissance de l'État français de ce qu'est la culture locale. C'est vraiment ça, puisque lorsqu'on regarde, prenons un exemple. Qu'est-ce qui aurait pu faire que les Guadeloupéens acceptent qu'il n'y ait pas de chanter Noël et de carnaval? Rien. À part la vie de d'autres Guadeloupéens. C'est-à-dire, il y a eu des réunions où on a fait comprendre aux groupes que pour sauvegarder, on est dans une période difficile sanitairement et qu'il fallait effectivement faire ce sacrifice-là. Mais il n'y a pas eu de débat. De manière presque automatique, ils se sont dit, bon, on va faire ce sacrifice-là parce que c'est le peuple guadeloupéen qui pourrait être touché. Donc, il n'y a pas eu à imposer. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à chaque fois qu'on viendra pour vous imposer quelque chose, c'est normal. Même lorsque vous avez un enfant, il y a un moment où on dit que l'enfant casse-code, quand l'enfant est majeur, 16, 17 ans, l'enfant sent qu'il faut qu'il prenne son... Et c'est vrai que lorsqu'on essaie à chaque fois de mettre c'est un miroir entre la légitimité et la légalité. Pour prendre l'exemple, je discutais encore ce matin avec un ami, prendre l'exemple du juge Magnot, le fameux juge de Château-Thierry, qui en 1898 avait devant lui une mère de famille de 22 ans et qui a un garçon, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole un pain pour lui donner à manger. Elle vole un pain. Donc, c'est un acte qu'elle fait qui, quelque part, n'est pas du tout légal. Que dit le juge? Et d'ailleurs, ce juge-là devient célèbre à partir de ce moment-là. Il se retire, mais quand il revient, il décide d'acquitter la femme parce qu'il dit qu'au regard de la loi, c'est vrai que je dois vous enfermer, mais lorsque je regarde ce que vous avez fait ça pour donner à manger à votre enfant quelque part. Cette désobéissance-là, je la comprends puisque vous n'êtes pas la seule responsable parce que la société n'aurait pas dû vous mettre dans cette... Donc, on voit bien que parfois, j'ai envie de dire, la légitimité peut primer sur la légalité. Et il faut qu'on comprenne ça à tous les plans. Vous avez des Guadeloupéens aujourd'hui qui vivaient parfois entre voisins. La fête des voisins a été inventée, je crois, un peu avant 2000 en France. Les voisins ont toujours fait la fête ici sans avoir d'association de fête des voisins. On a l'habitude, et Raphaël l'a dit, de vivre. Lorsque vous vivez en promiscuité, ça vous donne forcément une intelligence collective qui est différente de la personne qui vit dans des grands espaces. Donc aujourd'hui, on est en train d'assister, c'est peut-être un recul,
mais ça va faire avancer le peuple guadeloupéen, de gens qui viennent et qui vous imposent, mais qui vous imposent par la loi, qui vous disent vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que la loi, elle va dans mon sens, donc il faut faire comme ça. Lorsque vous êtes chez vous et que vous entendez ça quelque part, si vous discutez avec la personne et qu'il y a un échange, vous pouvez comprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a les sonomètres qui existent, on ne peut pas jouer à la musique n'importe quoi, c'est normal, ça on le comprend. Mais pour les cas précis de temple, d'une voiture à pain, du coq qui chantait, tout ça, même si parfois il y a une sorte d'effet de loupe et que les choses sont quelque part un peu goussies, ça fait désordre. Ça fait des ordres parce que le Guadeloupe n'est plus, et Raphaël a dit, il y a l'IDH, je sais qu'il avait, il a inventé un terme, c'est le niveau d'hospitalité moyen, le NHM, je retiens ce que Raphaël dit, mais c'est vrai que nous sommes arrivés à bout aujourd'hui en Guadeloupe, ne pas pouvoir supporter les personnes qui viennent donner des leçons sur tout. Et je profite de l'antenne pour dire au service de l'État qu'il faut justement profiter de cela pour commencer à discuter avec les élus. Les élus guadeloupéens ont voté pour des gens qui sont quand même représentatifs, parce que lorsque vous avez voté pour quelqu'un, la personne a un millier de voix, 2000, 10 000, 15 000, le président de région, le président de département, vous avez voté pour des élus et vous attendez que ces élus-là vous représentent. Lorsque et s'emparent des sujets. Voilà, et lorsque ces élus-là ne sont pas respectés par certains services, parce que vous avez même Raphaël a parlé de rapport de force, c'est vraiment ça, vous avez une pléiade de services de l'État aujourd'hui. Je ne vais pas les nommer, vous les connaissez, la DA, voilà, vous avez une pléiade. C'est même plus le préfet seulement, mais quelque part, il a délégué à un certain nombre de services des pouvoirs qui aujourd'hui, par exemple, peuvent se permettre de se mettre devant un maire, devant un élu pour dire non, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça, mais sans discussion possible. Parce que quand c'est un accompagnement, c'est une discussion, et quand c'est quand même votre pays, vous savez ce qui est mieux pour votre pays, personne ne sait ce qui est mieux que votre pays, que vous-même. Vous y vivez, vous n'êtes pas venu pour 3 ans ni 4 ans, vous y vivez, vous aurez vos enfants, vont prendre le relais. Donc quelque part, vous avez une obligation, justement, de faire que ce pays-là réussit, mais que qu'on reste en cohésion. Et aujourd'hui, c'est ça, je pense que c'est là que le bas blesse. Oui, Robert Valéry. Oui, mais en même temps, la raison de la légitimité qui affronte à l'égalité. Il y a une légalité qui existe. Le préfet va venir, bon, je prends l'exemple dont tu parles, avec l'ADL et tout, ce sont des organismes de l'État, il y a une légalité qu'il faut respecter. Alors la question c'est, est-ce qu'on se prend en charge? Est-ce qu'on se prend en main? Et ça veut dire qu'on fait des choix différents jusqu'à un niveau différent. Bon, on ne va pas parler de ça ce soir. C'est peut-être 2 mots. D'accord pour la légalité par rapport à la légitimité. Alors deux observations historiques. Quid de la réforme agraire par rapport à la réforme foncière? Oui. Et la deuxième chose, quid des rapports de possession par rapport aux rapports de propriété? Parce que si c'est ça qui fonctionne, l'exemple Canac et compagnie est important. Les gars sont là depuis 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Mais nos parties de propriété, ils s'habitent là. Ils habitent là, mais ils ont parties de propriété, c'est pas leur problème. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant pour éviter de montrer qu'ils étaient là depuis longtemps? Même leurs cimetières, on les émiette partout pour montrer qu'ils n'ont jamais été là. Et que le propriétaire qui arrive maintenant avec son titre de propriété, je dis ça parce que c'est ce qui se passe à Marie-Galante, hein, c'est pas la peine de chercher loin dans les exemples, eh bien, on exclut les gens de leur territoire, parce que c'est des logiques de territoire aussi, parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété prouvant qu'ils sont sur le territoire alors qu'ils sont en possession du territoire depuis des milliers d'années. Donc je veux bien qu'on me dise que la loi elle est faite par qui? Et elle est faite pour qui? Donc, non, elle est faite par un système pour un système. Voilà. Oui, mais la question, je pense qu'il ne faut pas prendre l'exemple Canac parce que les Canacs sont au-delà de tout ça déjà. Le problème, c'est que les Canacs s'assument aussi en tant que responsabilité. Les Canacs ils sont passés par là. Ils sont passés par là, mais ils s'assument en tant que peuple et en tant que peuple qui se défend contre quelque chose. Or, la situation de la Guadeloupe, c'est que, bon, il faut être concret, nous sommes département français, aligné à un département français. Il y a des règles juridiques qui sont des règles qui devraient être respectées. Et c'est là où je pense qu'il y a la légitimité par rapport à la légalité. La légitimité qui est l'existence d'une réalité culturelle, d'une réalité historique qui affronte une légalité, il faut qu'un jour on fasse un choix. Parce que c'est ça le problème fondamental aujourd'hui. Il faudra qu'on fasse un choix. Mais nous ne sommes pas venus parler de ça aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut qu'on fasse un choix. Mais même dans ce cadre précis, si les communautés, il n'y a pas une seule communauté, il y a plusieurs communautés qui sont venues en Guadeloupe. Je ne parle pas des communautés anciennes qui ont créé ce peuple. Je parle d'autres communautés qui sont venues en Guadeloupe.
ça va permettre justement à ce que la communauté initiale de la Guadeloupe puisse prendre conscience de ce qu'elle est une communauté, qu'elle est un peuple. Je n'irai pas jusqu'à dire, mais on peut penser qu'elle est une nation. Si, moi je le dis. Mais oui, mais il faut le dire. Un peuple, ça ne me dérange pas, c'est une nation. Bon, les nations peuvent vivre. Alors, attends, je suis très timide. courtois. Non, je ne suis pas timide. Les gens les gens connaissent. Les gens connaissent. Non, je ne suis pas timide. Je veux dire que il y a une réalité guadeloupéenne qui est une réalité historique, culturelle et linguistique. Bon. Cette réalité-là, elle se trouve en face d'une autre réalité qui est la loi. Ceux qui viennent aujourd'hui vous disent, mais j'ai la loi pour moi. J'ai la loi pour moi. Et il faudra un jour te dire, bon, mais la loi, elle peut aussi violer notre réalité culturelle et historique. Ça, cette réalité-là, c'est ça, elle touche à ça. Je ne dis pas qu'elle viole en termes de violation de la loi, oui, mais elle viole notre nous, ce qui est nous. Alors, et je pense qu'il faut, pour terminer, qu'il faut faire prendre conscience à ceux qui ont la loi pour eux qu'ils arrivent dans un territoire qui n'est pas la même culture de là où ils viennent. C'est ça la question fondamentale. Et c'est ça qui va permettre le renforcement de ce que nous sommes pour faire respecter par l'autre ce que nous sommes et permettre à ce moment-là un vivre ensemble, qui soit un vivre ensemble qui soit admis par tout le monde. Parce que la Guadeloupe, et je finis, n'est pas inhospitalière, tu as raison, on accueille. Mais il y a un moment donné où quand tu accueilles et que les autres ne te respectent pas, il faut te faire respecter. Thierry, ensuite Harry. J'entends beaucoup de choses que je ne partage pas forcément. Et je m'excuse si ça puisse heurter certains. C'est le débat, il ne faut pas s'excuser de ne pas être d'accord. Mais je crois que toute personne est le représentant d'abord d'un territoire, de son territoire. Et deuxièmement, la personne en question est aussi la première expression de son territoire. La Guadeloupe a une histoire très particulière qui vient de loin, on la connaît. J'aurais aimé qu'on soit dans du concret, de manière à ce que ça puisse servir. En Guadeloupe, un Guadeloupéen, à mon sens, doit être avant tout un résistant. Résister à tout ce qu'on veut lui faire subir depuis donc, des années, des millénaires, mais résister aussi à tout ce qu'il ne doit pas être. Et je reviens donc à l'éducation sur un aspect bien simple. Il y a quelques années, c'est peut-être encore présent, nos enfants guadeloupéens, on va dire, avaient le pantalon en bas des fesses. Ça vient de qui? Des prisons des États-Unis. D'accord. Alors ça sort de loin, ça arrive ici. Il y a des parents qui ont résisté, de manière à ce que leur enfant n'ait pas donc à montrer une image pareille. Donc l'éducation, quand elle est présente, quand elle est exemplaire, elle permet de résister à ce qui peut venir détruire une culture, détruire un vivre ensemble. Parce que, à l'occasion aussi, il y a eu des parents qui ont eu à gérer des enfants qui voulaient se vêtir normalement, comme à l'accoutumée, mais avec d'autres enfants qui disaient « Ouais, mais si toi tu ne baisses pas ton pantalon, tu n'es pas des nôtres. » Et ils pouvaient notamment se faire tabasser. Donc il faut, à mon sens, être conscient, premièrement, du territoire sous lequel on vit, que de ce territoire-là, on puisse le représenter, donner l'image. Il y a l'affaire du SIAG, le problème de l'eau. Quand il a fallu dépenser de l'argent, on va dire que l'État a donné, par le biais des collectivités, tout le monde était dedans, etc. Et maintenant qu'il n'y a plus d'argent, on dit qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. À quel moment, nous, on va pouvoir se dire, partant d'une histoire passée à vivre présentement, à quel moment on va se dire, mais il faut qu'on puisse donner l'image de personnes debout, responsables, et que ça ne donne pas envie à certains de venir s'asseoir sur nous, chez nous. C'est comme ça que je vois les choses dans mon quotidien personnel, quotidien professionnel, où il y a des communautés, c'est vrai, qui sont ici,
Mais le propre même d'une communauté qui veut vivre sur un territoire où d'autres communautés étaient déjà présentes, c'est de combattre pour trouver une dame à sa place. Je pense qu'un certain temps est arrivé, une heure est arrivée, où on doit être conscient de ce territoire, de ce que nous sommes, de comment nous avons vécu, de ce qui nous a fait du bien sur le territoire, qu'on puisse résister à tout ce qu'il y a de mauvais, mais qu'on le fasse avec intelligence. Robert Naman a dit, il y a des choix à faire. On peut en parler notamment autrement, des choix à faire, des actes à poser, mais je crois aussi qu'il ne faut pas qu'on puisse être en situation d'attente de communautés qui vont être très gentilles avec nous pour faire en sorte qu'on sache se libérer de nos chaînes passées, que ces chaînes ne soient pas dans notre cerveau et qu'on puisse vivre sur ce territoire-là comme s'il n'y a pas d'autres communautés qui ne voudraient pas s'y installer. Ce n'est pas le niveau du combat. Hein. Soyons clairs sur ce qui se joue maintenant. Il y a des sur ce territoire Guadeloupe, il y a des communautés de vie. Et ce qui arrive maintenant depuis 2-3 ans, c'est des communautés de luxure. Le choc est à ce niveau-là. Il n'est pas sur l'intégration, alors c'est pas intégration, sur l'insertion progressive de gens qui finalement peuvent amener à cohabiter et à développer une certaine diplomatie culturelle. Le choc se fait entre des gens qui sont venus ici pour jouir du pays au-delà de n'importe quoi, y compris les habitudes des locaux. C'est là que le problème, c'est la ligne de fracture se situe. Et ne jouons pas au mot en nous faisant croire qu'on est plus sauvage que d'autres. Il y a quelque chose. Alors ça se passe ici, ça s'est passé ailleurs aussi. Hein. Bon, mais le problème d'ailleurs, je ne suis pas ailleurs. Peut-être qu'ailleurs il y a des régulations qui se passent. Comme c'est les grands pays, comme tu disais, il y a peut-être des régulations qui se passent et qui fait que ça amortit un peu le truc. La Côte d'Azur, Montpellier, tout le monde connaît la Grande Motte, tous ces trucs-là. Bon, ok, les Pays Basques et compagnie. Mais là, et d'ailleurs, on connaît les résistances qu'il y a eu dans ces pays-là aussi à chaque moment. Ici, soyons clairs. Enfin, ce qui me concerne, sur le choc, parce que c'est un choc culturel qui a un choc économique, un choc de rapport de pouvoir, et qui met aussi en jeu des rapports de légalité et de légitimité. Donc ça veut dire que c'est très complexe. C'est donc des communautés, des minorités de luxure qui viennent ici imposer des modes de vie, des schémas de vie qui nous renvoient non pas à une analyse comme on fait là, mais à une autre analyse plus profonde et plus historique. Comment la Guadeloupe a été colonisée ? Il y a eu trois lignes de colonisation. La première ligne de colonisation, c'était le glaive. C'est pas de problème. Oui. La deuxième, donc la force, le machin, etc. La deuxième ligne de colonisation, là je vais me faire sauter dessus, c'était la Bible et l'alignement judéo-chrétien. Et la troisième ligne Et la troisième ligne de colonisation, si on ne fait pas gaffe, c'est ce qui arrive maintenant. C'est ce qu'on appelle le cascade profit. C'est quoi le cascade profit ? Ça veut dire que le système commence à entamer tout doucement sur des choses, des petites concessions dans le domaine culturel qui vont amener logiquement un engrenage et à la fin de la course, vous êtes complètement dépecé de votre identité et de votre appartenance. Donc c'est ça qui est en cause maintenant. Et donc si on fait des concessions, bon, les tambours indiens, le coq, le ceci, ça, c'est pas un petit jeu, c'est le front office de quelque chose qui est la pointe avancée d'une guerre beaucoup plus grave qui risque d'arriver derrière sur les pavés véatifs. Alors, Harry et ensuite Nathalie. On parle de le peuple guadeloupéen. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il est plus facile à exploiter, il est plus facile à appauvrir qu'à mépriser. Et ça, c'est là où on est en train de prendre un virage un peu délicat. On a parlé tout à l'heure de carnaval. Je rappellerai toujours qu'Akio avait 50 personnes et c'est un préfet qui a dit qu'Akio ne sortira pas un mardi gras, mais le préfet Hugodo. Et le lendemain, et le mardi, on s'est retrouvé 45 peut-être, mais le mercredi, on était 1000. Et j'oublierai jamais ce jour qui était extraordinaire. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Les gens se sont retrouvés. C'est à ne rien comprendre qui a passé le message. Chaque Guadeloupéen avait pris sa responsabilité, mais avait décidé que si Akio sort, personne ne t'empêchera Akio de sortir. Il y avait 45 personnes dans Akio à sortir ce jour-là. Le lendemain, le mercredi, il y avait 1000 personnes. Et quand le carnaval a recommencé, là, il y avait 1000 personnes d'Akio. Ça, c'est guadeloupéen. Bon, le problème qui se pose, par contre,
c'est que nous négligeons et nous avons une lourde responsabilité de ce que nous allons vivre qui risque d'être fatal. Nous avons tout le temps négligé qu'il n'y a pas que le mépris, qu'il faut prendre un pouvoir économique dans son pays, il faut maîtriser son pays, il faut le prendre en main, il faut le posséder. Et tout ça, nous avons mis ça en second plan. Et nous avons laissé faire tout le temps. Et il faut prendre le pouvoir minimum politique. Nous avons considéré tout ça, c'est du détail. Eh bien, nous payons le prix de ce détail aujourd'hui, parce qu'en définitive, celui qui arrive, vous savez, alors, nous parlons, il faut être clair, nous parlons de l'homme blanc, parce que le danger en Guadeloupe, nous parlons de l'homme blanc français. L'homme blanc français, quand il est parisien, il va en province, c'est une histoire. Et tout à l'heure, on disait, elle a fait une petite erreur parce qu'elle a dit, il sort à Paris où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bouillie. Mais j'ai vécu, en arrivant à Paris, la première... Mais oui, mais non, voilà. Non, mais seulement parce que la première année que j'ai vécu à Paris, en plein Paris, quand je t'en prépare, mais c'est invivable. Il y a toute la nuit des bruits de police, de pompiers, de machins, de tout, que ça toute les nuits. Donc, il y a un boucan pas possible. Mais c'est une démarche. Et j'oublierai jamais qu'un jour à Montparnasse, j'ai vu un type dire à quelqu'un, à un autre gars, ouais, sors ta poubelle de là, parce que lui, il était dans une Porsche et l'autre était dans une 2 chevaux. Ça m'avait vraiment choqué, parce que je dis, mais c'était entre deux Français. Bon, mais il y a plein d'exemples comme ça. Mais ça veut dire quoi? Vous savez, il y a une attitude. Quand en plus, l'individu qui a il est formé, parce que contrairement à ce qu'on pense, la formation française est comme ça. Élitiste. Elle est élitiste. Et on apprend le français. Il est l'élite. D'ailleurs, j'en ai bénéficié. Quand j'étais en prépa, on me disait tout le temps, vous êtes l'élite de la France. Sauf que, bon, on ne parlait pas à moi. Mais vu que j'étais seul, on ne me voyait pas trop. En plus un peu sombre. Un peu sombre, on ne me voyait pas trop. Ça ne gênait pas. La l'élite de la France, ceci étant dit, il a failli le payer. Mais, en définitive, le problème, c'est que, finalement, quand vous avez un individu comme ça, qui arrive dans un pays, il y a 30-40 ans, quand il écoutait les nouvelles chez lui, il entendait qu'il y avait de la lutte, qu'il y avait des combats. Il entendait même que des fois, il y avait des bombes. Mais depuis 2003, il a entendu que la population, à 75%, a dit « Je veux du droit français, tout français, rien que français ». Donc, ça l'a remis en position de force. Et quand il arrive, c'est un élément fondamental. Il considère qu'on a décidé, qu'on veut que ça soit l'État français qui prenne les décisions. C'est important, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un rapport de force important. Ça veut dire que cet individu qui arrive, et ça, on le vit tout le temps, parce qu'aujourd'hui, ça fait scandale. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui commence à inquiéter. Parce que moi, je vous dirais, pour moi, on a 2 exemples. Aujourd'hui, on fait un scandale avec... Moi, j'ai un ami qui a fêté ses 50 ans, il a 62 ans aujourd'hui. Il a loué une superbe villa à Saint-François pour faire la fête, et un 15 août, et à minuit, on est venu arrêter. Un Français est venu arrêter la soirée, arrêter son anniversaire, un 15 août. J'ai un neveu qui a le 31 décembre, allait faire une soirée, mais ça fait au moins 5-6 ans. Et heureusement d'ailleurs que ce s'est fait, on n'était pas loin, mais j'étais pas là. Parce qu'un voisin a arrêté la fête le 31 décembre. Il venait d'arriver dans le quartier. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Guadeloupéens commencent à être plus sensibles à la chose. Parce que le Guadeloupéen commence à avoir du flair et il sent qu'il a laissé aller trop loin et que là, il va perdre beaucoup de choses. Et là, alors là, il est très en danger. Il est très, très en danger, le Guadeloupéen. Parce qu'il a négligé énormément de choses. Et aujourd'hui, il faut remettre les pendules à l'heure, mais on a tout pris à l'envers. On a gâché le pouvoir politique, on a dénigré le pouvoir politique, on a gâché le pouvoir économique, on ne s'est pas donné la possibilité de se positionner économiquement, mais on a négligé tout ce qui est important pour pouvoir résister chez soi. Quand on a construit la défense, à l'époque j'étais étudiant, mais j'oublierai jamais qu'un jour j'ai entendu Chirac dire, parce que les Arabes commençaient à avoir l'argent du pétrole et commençaient à acheter à Paris. Et à acheter sérieusement, parce qu'ils achetaient l'avenue Hoche et ils achetaient la Défense. Mais j'ai entendu Chirac dire, attention, nous devons maintenant faire attention.
on ne peut pas laisser vendre Paris comme ça à tout va. Alors j'ai une question pour vous tout à l'heure. Oui, Samuel, mais Nathalie. Regardez la position du gouvernement par rapport à Carrefour. On aurait pu dire qu'un gouvernement ne se mêle pas à ça, avec Couche-Tard, mais les mecs, ils sont sur ça, ils ont l'œil. Ce que nous, on n'a jamais fait ici. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Donc, ce Carité, c'est pour ça que quand tu as parlé d'éducation, je dis quelque part, j'ai même envie de dire que lorsqu'on est peut-être un jeune Guadeloupéen, on peut être un peu dévergondé, mais finalement, lorsqu'on prend de l'âge, on s'embourgeoise et on ne dit plus rien. Parce que, remarquez bien, il n'y a plus rien qui se dit, il y a plus... Mais ça, c'est dangereux parce que justement, lorsque les choses vont exploser, il y aura pas, on ne va pas voir venir. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce stade-là. Alors, je vais passer la parole à Nathalie, ensuite revenir avec vous sur une question importante. En fait, non, moi je voulais réagir en disant que je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je crois qu'on est en train de tourner un peu autour du pot, mais qu'on est tous conscients ici qu'effectivement il y a des choses à défendre et qu'on est allé trop loin et qu'on se rend compte aussi maintenant que le pays, que nous-mêmes nous sommes en danger. Et que nous risquons effectivement une disparition du peuple guadeloupéen qui n'a même pas eu le temps d'exister par rapport à l'appropriation foncière qui nous dépasse. On regarde ce qui se passe à Marie-Galante, on regarde ce qui se passe à la Côte-sous-le-Vent en Guadeloupe, etc. Et que nous aussi, nous n'avons pas pris possession du pays. Ça aussi, je crois qu'il faut effectivement qu'on se regarde dans un miroir et qu'on ait le courage de se dire que aujourd'hui là, j'allais pour nous engager nous et pour nous construire le pays en nous. Donc ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je crois que c'est cette question politique-là, même si M. Valéry dit qu'on n'est pas venu en parler, mais elle est là, elle est centrale pour ce soir. Ou alors... Mais elle est centrale et je crois qu'elle dépasse même la question d'éducation. Parce que la question d'éducation, pour moi, elle est centrale. Elle doit être là de toute façon. Alors, pourquoi est-ce qu'effectivement on a une telle dissolution de l'éducation, du respect, des mœurs, on peut dire, on pourrait faire un autre débat sur l'évolution de la société et comment effectivement aujourd'hui on est complètement déconnecté de nos enfants et qu'il y a effectivement Internet et puis la société de consommation qui fait leur éducation à notre place. On pourrait se poser ce genre de questions et qui petit à petit les entraîne vers une disparition d'eux-mêmes, de leur culture. Parce qu'effectivement, il a fallu... Et je redis que maintenant c'est la résistance à cette acculturation, elle est presque mondialisée, puisque c'est une agression mondiale sur les cultures des peuples, quel que soit, parce que ce qui est important maintenant, c'est le commerce, c'est la vente, c'est le développement de l'économie. Donc il est temps aujourd'hui, effectivement, que nous nous posions dans notre pays, que nous regardions et que nous osions enfin rentrer effectivement dans des champs que nous avons peut-être négligés, mais parce que nous avons bien rendu compte que le pays-là qui disparaît et que nous-mêmes qui disparaît. Alors, ok, il nous faudra marquer une courte pause, arriver aussi avec les appels de téléspectateurs. Alors, j'ai bien entendu tout ce qui a été dit sur ce plateau. Et la question certainement que les téléspectateurs se posent, qui entendent, puisque nous avons toutes les communautés qui nous écoutent, qui essayent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe. Alors, est-ce que pour être intégré à la population locale, il faut perdre son identité? Est-ce que c'est ce qu'on dit ce soir? Personne n'a dit ça. C'est une question. Non, il faut vraiment qu'on réponde à toutes ces questions-là pour que on puisse bien aborder les choses en profondeur. Est-ce que c'est ce qui se dit? Il faut perdre son identité. Celui qui vient ici en Guadeloupe doit perdre de son identité pour être intégré à la population locale. On ne lui demande pas de perdre son identité, on lui dit de respecter l'identité de l'autre. On ne dit pas, quand quelqu'un vient dans un pays de l'autre, il ne perd pas son identité, il respecte simplement ce qui se passe dans le pays de l'autre. Et c'est ça qui est fondamental. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de perdre son identité, je ne demande pas à un Américain de perdre son identité, je lui demande simplement, lorsqu'il arrive ou un Basque de perdre son identité, je lui demande simplement, quand il arrive dans mon pays, de respecter les traditions de mon pays, les valeurs de mon pays, la culture de mon pays. C'est ça que je demande. Je vais juste rajouter quelque chose. Ceux qui arrivent et qui nous menacent et contre lesquels nous réagissons, ce sont des gens qui ont choisi de venir. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés effectivement parce qu'ils fuyaient quelque chose dans leur pays. Ce sont des gens qui ont choisi de s'installer en toute connaissance de cause. Donc par rapport à ça, on choisit venir, il faut leur venir. Alors, oui. Alors un mot là-dessus. En plus, c'est quelque chose d'éminemment politique. Je ne fuis pas le politique, Madame Minetti, parce que certains me connaissent. Non, ce que je veux dire, en plus pour terminer, je crois que ce qui est fondamental dans une société,
à mon sens, pour bien vivre ensemble, c'est que la société, elle existe avec toutes ses qualités et ses défauts. Nous avons des défauts, mais nous avons aussi des qualités, il faut les exalter, ces qualités-là. Mais que celui qui vient, je lui demande simplement, ou nous lui demandons, nous devons lui demander, vous venez dans un pays de l'autre, vous devez faire attention à l'autre, parce pour que l'autre puisse faire attention à l'autre. C'est ça le problème fondamental, il me semble. D'accord. Juste Oui. avant, Robert, comment faire admettre, comprendre, accepter à l'autre qui vient de la métropole de l'Hexagone, fait partie de la France, quand il arrive ici ou il est en France, qu'il doit se comporter d'un autrement. Quand nous, on fait partie d'un ensemble français, tout à l'heure sur les distinguo, mais il y a cette problématique. Alors, Je voudrais juste, pour revenir à l'identité, sans vouloir être trop long, parler de nous, pour parler de nous, pour ceux qui se considèrent comme Guadeloupéens. Dans le cadre de mon boulot, j'ai eu assisté dans mes plus jeunes années à un épisode qui m'a bouleversé, mais qui m'a aussi enrichi. Il y a une réunion où, après notamment Hugo, directeur de compagnie d'assurance, reçoit des courtiers d'assurance dont je fais partie. Il y a un courtier guadeloupéen, va-t-on dire, qui formule le fait qu'il doit régler le dossier sinistre, mais qu'il ne sait pas comment faire. Donc il demandait à ce directeur comment faire. Intérieurement, j'ai bouilli parce que c'est à lui de savoir comment faire pour son client. À mon sens, hein. C'est comme si, je sais pas moi, un magistrat de la cour, tu viens me demander comment faire pour instruire un dossier pour lequel tu es payé. Ça se passe ainsi, mais devant plusieurs personnes. Et le directeur de compagnie à l'époque répond, ça remonte à 89, répond qu'il s'est rendu compte qu'en Guadeloupe, quand il faut faire une citronnade, il sait qu'il doit prendre des citrons. Quand il faut faire une orangeade, il prend des oranges. Et quand il faut faire une couillonnade, qu'est-ce qu'il prend des Guadeloupéens? Pardon. Oui, non, mais ça, je peux comprendre. Alors, c'est ce que j'entends en jeune, je dirais professionnel, mais c'est révoltant. J'ai osé dire à l'époque à ce directeur de compagnie qu'à mon sens, il a raison, puisque évidemment, le confrère ne devait pas poser une question pareille en termes professionnels. C'est le beurre à bas, ça ne devait pas arriver jusque-là. Sauf que, quand ce directeur de compagnie agit ainsi avec ce confrère guadeloupéen, il traite ainsi tous les confrères guadeloupéens dont je fais partie. C'est ça. Donc même s'il ne s'est pas adressé à moi, et même si je n'ai pas admis que ce confrère sache poser cette question, je l'ai quand même pris pour moi. Et en lui disant la chose suivante, pour revenir à ce que tu disais, incidemment à ce que disait Harry, qui est très important, qui est fondamental, quand on vit en Guadeloupe, ou on vit en France, et on vit dans une société capitalistique, où l'argent règne, il faut pouvoir se diriger vers le pouvoir économique pour exister, puisque ça c'est du concret, hein, parce que sans argent en Guadeloupe, on ne peut pas vivre. Alors quand ce directeur de compagnie dit ça, j'ai osé notamment lui répondre la chose suivante avec une certaine insolence, dont parlait tout à l'heure Sam, puisque des fois il faut être comme ça. Je lui ai dit que si lui, il était un bon, et sans regarder la couleur de peau et consort, s'il était un bon assureur, il ne serait pas en Guadeloupe. Alors, il me dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, oui, mais de l'entendement admis sur ce territoire-là, on sait que nous, enfants, quand on est éduqué, on est scolarisé, on sait que de manière indubitable, au bout de la chaîne, arrivé au bac, même si on n'en a jamais parlé de tout, il faut partir en métropole. Et parce que c'est en métropole qu'il y a les lumières, qu'on apprend, qu'on devine d'un moins intelligent et qu'on soit etc. Donc je dis que si lui, il était un bon crack, il ne serait pas venu dans un dôme. Puisque le dôme, en fait, est pour faire court, c'est le dépôt d'ordures de la métropole, pour certains. Donc, moi, je suis dans le dôme, dans ce territoire-là, dans mon dépôt d'ordures métropole. Ambiance va dire, moi, laissez-moi. Mais si lui, il vient dans ce dépôt d'ordures de la métropole, c'est qu'il a un souci, puisque les personnes évoluées, les personnes qui ont dans le savoir, elles vont à Tokyo, elles vont à Londres, elles vont à Paris, mais pas en Guadeloupe.
Mais c'est pour vous dire que depuis ce jour-là, et ça remonte à des années, je me suis appliqué, sans leur parler de moi, mais appliqué. C'est le meilleur. Non, pas être le meilleur, donc, mais ne pas donner la moindre petite chance à qui que ce soit, peu importe sa couleur de peau, à pouvoir me dire que je ne représente pas correctement le territoire, premièrement, et que deuxièmement, je n'ai pas la bonne image. Donc, je veux surtout dire qu'il y a une histoire qui est la nôtre qu'on sait, qu'on connaît. On n'a pas ordinairement des couleurs, on sort et tout, oui, d'accord. Mais les gars, quand ils sont là, qu'à nous qu'a fait. Je donne un dernier exemple, excusez-moi, je serai quelque part à pénaliser, mais je vous donne la chose suivante. Et ça remonte à loin pour dire que les choses se passent depuis un certain temps. Et est-ce qu'il n'est pas trop tard quand on a perdu cette éducation qui était la nôtre et quand on n'éduque plus, comme le dirait l'ancienne, la Guadeloupéenne. Il y a eu ce bon pote Harry. C'était M. Samy Cord. Je veux parler de choses de manière concrète. Samy Cord que tu as connu, ça te fait rire. J'avais à l'époque 21 ans, j'en ai 54 maintenant. Avec des amis plus âgés qui avaient du fric, ils envisageaient à l'époque de reprendre la chaîne, la discothèque La Chaîne qui était au Gousier à Saint-Félix. Okay? Tout derrière, enfin la chaîne là où tu connais Harry, tout derrière la chaîne appartenait à M. Samy Cord qui l'a acheté. C'était quelqu'un d'amant originaire enfin c'était un Syro-Libanais. Il a pu donc acheter tout ce territoire-là, il a construit. Il a aussi construit beaucoup de bâtiments à Harry. Donc, j'étais là parce qu'il convenait d'envisager la chose en termes d'assurance. Et donc, les grandes personnes qui avaient donc les moyens de pouvoir racheter dans la chaîne étaient en train de causer entre elles. Et moi, de ma côté, parce que j'étais là juste pour faire un devis d'assurance au cas où. Et après avoir discuté avec ces personnes, ils se rapprochent de moi en disant « Mais pourquoi vous êtes à l'écart ?» Je dis « Oui, mais c'est parce que ce sont eux qui vont investir et que je n'ai pas les moyens de pouvoir le faire. » Monsieur Samy Cord me dit à ce moment-là, Monsieur Panol, vous voyez, c'est exactement ce que les Guadeloupéens disent sur le territoire, qui n'ont pas notamment les moyens, et nous, et d'autres, nous avons ces moyens-là, etc. Il me dit, regardez, si vous regardez, il y a le carrefour là, qui a été fait au niveau de Saint-Félix, il me dit, non, regardez, les 10 prochaines voitures, il y avait 10 à peu près 205 GTI de l'époque, les Golf et consorts et tout, conduites par des Guadeloupéens. Il me dit à ce moment-là, nous, ce que nous faisons, plutôt que d'acheter 10 voitures belles, ronflantes et consortes et tout, on va se dire que s'il faut acheter un verre, plutôt qu'on puisse être seul à acheter un verre qui va coûter à l'époque, il disait 100 francs ou 15 €, on va se mettre 10 de manière à l'acheter. On va cotiser juste, nous, 10 francs maintenant, 1,50 €, 10 francs, plutôt que d'investir 100 francs seul ou 15 € seul, chacun, on sera 10 à mettre. Mais chaque fois qu'on va utiliser le verre, on va se dire que c'est notre verre, que c'est mon verre. Et quand je vais le laisser pour Harry ou pour les autres, ceux qui vont venir utiliser le verre vont l'utiliser aussi pareillement en prenant soin. Or, qu'est-ce que nous faisons sur ce territoire-là, nous? Vous connaissez la réponse. Nous marquons une courte pause et je reviens avec vous et avec des appels de téléspectateurs puisque je suis sûre que le téléphone est déjà en train de sonner. À tout de suite. Voilà, nous revenons avec vous. Le débat continué sur le plateau pendant la pause, mais nous revenons avec vous pour des questions de téléspectateurs, mais aussi pour répondre à cette question, le vivre ensemble en Guadeloupe, à quel prix? Alors, est-ce que le vivre ensemble a un prix? Et puis, bien sûr, le numéro de téléphone s'affiche sur l'écran de votre téléviseur pour que vous puissiez nous appeler. Alors, en tout cas, qui veut commencer? En tout cas, il a un avenir. La question, c'est quel avenir nous donnons? Alors, ce soir sur le plateau, c'est quel prix? À quel prix? La notion qu'on a souvent quand on parle de prix, c'est la notion d'endettement mutuel. Voilà. C'est ça. Et donc, il y a moyen de moyenner, pour le dire.
Il y a moyen de développer une diplomatie culturelle. On est fort là-dedans. On l'a toujours su le faire et c'est peut-être ça qui a amené d'ailleurs le fait que historiquement tous ces peuples colonisés sont fait couillonner. On a toujours plus donné qu'on a reçu, contrairement à ce qui semblerait. On a fait confiance, on a ouvert les portes et puis finalement on est arrivé, on s'est retrouvé à l'extérieur de chez soi. La base de l'interaction mondialisée maintenant, puisqu'on est dans cette économie mondialisée, c'est l'endettement mutuel. Donc ça veut dire qu'on se respecte mutuellement et on accepte ensemble qu'une part de soi soit mise, d'une part de chacun du quant à soi, soit mise dans un pot commun. Mais attention, je disais tout à l'heure, attention, il y a quand même une différence entre celui qui reçoit et celui qui est reçu. Il ne faut pas renverser, on n'est pas dans un rapport démocratique, il ne faut pas renverser les choses. Il ne faut pas s'imaginer qu'on part sur un plan d'égalité. Moi, je suis né ici, mon nombril est enterré ici. Donc, ce n'est pas toi qui viens d'ailleurs qui va m'imposer des choses, même si je suis prêt à accepter et accepter à discuter sur un certain nombre de choses. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir, Madame Michel. Bonsoir à vos invités. Oui, bonsoir. Oui, je regarde votre émission en ce moment et je dis bravo à tous ces messieurs et dames qui sont présents sur le plateau. Vous avez touché à ce qui, à mes yeux, ce qui est actuellement des problèmes que la Guadeloupe subit depuis plusieurs années. Il faut savoir qu'il y a un monsieur qui a évoqué l'éducation. Moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, le matin, on avait une leçon d'instruction civique et le droit. Et quand on regarde, il y a une trentaine d'années, ou une quarantaine d'années, ce qui faisait la force de la Guadeloupe, c'était la solidarité, c'était aussi le savoir vivre ensemble. Parce que les parents faisaient quasiment tout ensemble, ils partageaient tous ensemble. On ne connaissait pas ce type de problème qu'on a aujourd'hui chez nous. Il y a plusieurs problèmes aujourd'hui auxquels s'ajoute aujourd'hui le vivre ensemble. Moi, j'ai assisté à une scène en Guadeloupe il y a 2 ans. Une dame qui était assise avec son enfant, pas pour lui, qui faisait prendre un PDR, fouet à son enfant, et un monsieur étranger qui vend de la drogue à des jeunes Guadeloupéens que j'ai eu l'occasion de discuter avec eux à plusieurs reprises pour leur dire ce que vous faites là n'est pas bien. Eh bien, ce monsieur a agressé directement cette jeune dame qui était avec son enfant. Et ce monsieur vend sa cocaïne à des jeunes qui, demain matin, va détruire la vie familiale de leur enfant, détruire la vie familiale de leurs parents, détruire la vie familiale de leurs frères et sœurs. Voilà un problème majeur qui fait partie de la société guadeloupéenne, qui est l'insécurité qu'on laisse faire, qu'on laisse développer avec une forme d'immigration, avec une forme de laisser-aller, qui fait qu'aujourd'hui, la Guadeloupe se trouve sur une sorte de poudrière, mais qui ne ressemble pas du tout qui ne ressemble pas à une économie qui correspond au développement de la Guadeloupe, mais tout simplement une économie virtuelle, qui veut dire que demain matin, la France se trouve en difficulté. Il y a une guerre en Europe, eh bien, la Guadeloupe va être pacifiée en moins de 48 heures. Donc, je considère que sur le plan économique, sur le plan de la politique menée dans notre pays, vous abordez très bien les sujets, et ça, c'est formidable, parce que ça fait longtemps que moi, je discute de ces problématiques-là chez nous, parce que les gens j'avais l'impression que les gens étaient endormis. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens se réveillent. Et il faut se dire que c'est ensemble que nous allons construire la Guadeloupe. Mais nous ne pouvons pas le construire avec n'importe qui. Et la problématique, quand vous aviez parlé d'intégration, moi, j'ai vécu longtemps en France, je m'apprête à rentrer définitivement chez moi, et bien je vais vous dire, l'intégration, je n'avais pas besoin d'intégrer quand je suis arrivé en France. Je respectais le français dans son pays. Je respectais le français parce que par rapport à l'éducation que j'avais reçue chez mes parents et à l'école, eh bien, on n'avait pas besoin de me dire ce que j'avais à faire, ce que je ne devais pas faire. Donc, l'intégration, c'est aussi ce qu'on appelle quelque chose qu'on n'apprend pas aux gens. Parce qu'on doit se dire quand on vient. Moi, je sais que quand je quittais la Guadeloupe, j'étais dans un pays qui n'était pas le mien. Je suis arrivé, eh bien, par rapport à mon éducation, j'avais besoin que personne me dise ce que je devais faire ou ne devais pas faire. Merci, monsieur. Merci voilà. pour cette intervention.
Merci beaucoup. Voilà, donc nous poursuivons. Alors, le vivre ensemble en Guadeloupe, à quel prix? Alors, oui. Juste pour un peu étayer ce monsieur, je pense que c'est, une fois qu'on a fait tous ces constats-là, c'est quelque part, on a une grande responsabilité dans ce qui nous arrive. Parce que lorsque vous prenez l'avion, que vous allez à Saint-Martin, qui n'était pas si longtemps que c'est l'indépendance de la Guadeloupe, Saint-Martin-Saint-Barth, vous aviez un comportement que vous adoptiez. Pourtant, vous n'étiez pas très loin. Parce que les Saint-Martinois, que ce soit ceux qui sont partis hollandais ou français, se faisaient respecter chez eux. Et je pense que le peuple doit se dire, on ne peut pas, c'est pas aux gens de nous respecter si nous n'imposons pas le respect. Et pour prendre l'exemple, une illustration, la 5e République est adossée. Je crois que le général de Gaulle n'était pas si légitime que ça. Il avait Pétain à l'époque qui était vraiment le légitime. Le légal, en tous les cas, le légal. Et le général de Gaulle, c'est presque, à l'époque, c'est presque un voyou qui prend, c'est un délinquant qui prend le pouvoir, et voilà, qui prend le pouvoir et qui s'installe et qui aujourd'hui a fondé la 5e République dont sont fiers tous les Français. Donc, il faut toujours avoir un regard sur ces pays-là et regarder que nous n'avons pas à rougir. Harry a raison lorsqu'il parle, parce que lorsque vous allez dans le Marais, par exemple, eh bien, il y a du bruit en permanence dans le Marais et ce sont les Français même qui sont gênés par le comportement des gens qui sont là, mais qui s'imposent. Donc, à nous de nous imposer dans le pays, mais à nous aussi de peser beaucoup plus sur le plan économique pour pouvoir nous imposer. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô? Oui, allez-y. Bonsoir, Madame Boissé, bonsoir aux invités. Bonsoir. Eh bien, ce soir, il faudra que bien que je l'ai, parce que souvent, on va passer en émission, on va en français. Mais en émission, on ensemble, que franchement, on soit là, qu'on va dire, qu'on va rester cette position, et puis on va soit le camarade avocat là, M. Robert Sirius. Au départ, il parle de la cour. Et moi, qui vécu dans la cour, qui vécu le gars à Pointe-à-Pitre, on va estimer que la Guadeloupe a évolué trop vite. Ça veut dire en 60, à Kaoudi encore, tant que nous pouvons faire en histoire historique à la Guadeloupe, de 60 à 2020, nous pouvons toujours avoir un problème de mal vivre ensemble. Avant la Guadeloupe, à l'époque en moi, à sortie Martinique en 59 et la famille, la Guadeloupe était vivre bien avec tout le monde. Mais on a un livre de M. Yacoub Elias, le Siro libanais, moi, je vais expliquer comment ils vivent en Guadeloupe. Et comment des générations à eux, de moules, ils vivent en Guadeloupe. Mais, pour ça, le pays a tellement vite que tout le monde a bénéficié. Et nous, politiquement, nous ne pouvons pas assurer, je l'ai encore, tant que nous pouvons faire une histoire historique à la Guadeloupe, pour apprendre des types, il y a l'éducation. L'éducation est en 60, c'est en 60, même si c'est en 80. La Guadeloupe a été basculée en 80. Et M. Ansal, qui est là, qui est un grand respecté beaucoup, il peut dire l'évolution. Ça veut dire aujourd'hui, en bâtiment, il va prendre 2 ans pour faire un bâtiment. Aujourd'hui, en 6 mois, il va faire un bâtiment. Regardez Bémaro, petit bout, bois, la montée. Ça a explosé en bâtiment. Mais pas le monde va faire éducation, nous. Ça veut dire que nous avons en Guadeloupe, nous avons un pays démocratique, un pays. Mais il va faire ça, vous voulez. Et bien, il a dit, m'embrasser. Faire une émission pour montrer, pour expliquer pourquoi la Guadeloupe a été vite. Ça veut dire qu'il y a vite, mais nous pas tant faire éducation, nous, à la vitesse et l'étranger qui vient là-bas. Pas étranger, mais il va faire des portes. Ça voilà, on va écouter, et bien, on va écouter à ces télévisions-là. Merci. Merci. Voilà donc à cette question, puisqu'il va falloir y répondre, le vivre ensemble en Guadeloupe à quel prix? Et je débuterai avec Nathalie. Alors, est-ce qu'il y a un prix à mettre? Comment pouvons-nous vivre ensemble? Je pense que c'est le prix de la responsabilité des Guadeloupéens, puisque ce dont nous parlons et des agressions que nous subissons, c'est justement parce que justement il n'y a pas de barrière, je veux dire, légale, qui nous ressemble, faite par nous-mêmes, qui nous permettent effectivement de nous protéger. Donc nous nous sentons d'autant plus agressés que nous voyons qu'effectivement nous sommes dans un système rempli de contradictions. Donc quelque part c'est aussi le prix de la responsabilité. Là nous qui sommes responsables et qui sommes capables de faire des lois qui ont protégé nous et qui ont protégé aussi terre pays là, parce que ça aussi il faut bien en être conscient. Aujourd'hui le danger qui nous menace c'est ça. On est face à l'Europe qui
un Européen aujourd'hui est fondé à acheter du terrain en Guadeloupe. Et on va trouver des Européens. Libre circulation des biens et des personnes, de toute façon. D'une part, et on va trouver des Européens qui ont beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'on veut que demain, la Guadeloupe, effectivement, ce soit un endroit où on va trouver que des gens qui vont acheter pour investir, qui vont peut-être même pas vivre là, puisqu'effectivement, peut-être Tamboula qui dérange, ils ont qu'à acheter, ils ont qu'à investir, ils ont qu'à faire des résidences touristiques, des biens défiscalisés, etc. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce qu'on se décide à se dire qu'on a une âme, qu'on a un vivre ensemble mais qui nous ressemble parce qu'on est un peuple guadeloupéen, qu'on est une nation sans État et qu'on évolue. Donc ça aussi, c'est une fois que ces principes-là sont là et qu'ils sont posés, je crois qu'on est aussi beaucoup plus apaisé à recevoir et à se dire qu'on n'est pas en danger. Mais tant qu'il y aura le sentiment d'être en danger, ben, le vivre ensemble, il ne pourra pas se faire de façon apaisée. Merci. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Alors, le temps de faire un point avec ce téléspectateur, nous poursuivons alors le vivre ensemble en Guadeloupe à quel prix. Donc, nous pouvons repartir du côté du téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais intervenir dans l'émission de Madame Boisset. Allez-y. Allez-y. Comment ? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Voilà, j'aimerais tout d'abord, comme beaucoup de téléspectateurs... Allô ? Oui, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais tout d'abord, comme beaucoup de téléspectateurs, saluer la qualité de votre émission et de... des interventions. Je voudrais dire que, de mon point de vue, le vivre ensemble n'est pas du tout un luxe, puisque, comme le disait Aristote, l'homme est un animal social et qu'on ne peut pas faire l'impasse dans ce genre de relations. Le vivre ensemble avec une pluralité culturelle, c'est une richesse énorme qu'il ne faut vraiment pas négliger. On a la chance de pouvoir le vivre ici en Guadeloupe, et puis j'aimerais prendre comme exemple, ma foi, ce que nous vivons ensemble, puisque nous avons le bonheur de vivre ensemble depuis quelque temps, et j'espère que ça va durer très longtemps. Et très bon anniversaire. Merci pour cet anniversaire qui m'a été souhaité depuis ce matin, et je tiens à remercier toute l'équipe de Canal 10, tous mes confrères de RCI et tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, le Sénat et tous les autres, alors pour me rappeler à ce souvenir que j'avais oublié ce soir, puisque pour moi, c'est déjà du passé. Merci. Donc, je reviens à Thierry Panol. Thierry, pour vous, ce vivre ensemble, à quel prix? Je pense que le vivre ensemble a un prix à payer par tous, mais qui est en fait une contribution de chacun à une éducation retrouvée, régénérée, réénergisée, de telle sorte que, tel qu'on avait été éduqué à la bienveillance, au respect, à la tolérance, à l'acceptation d'autrui, de toutes les différences, l'éducation à la détermination, à la résistance, à résister à tout ce qui ne peut pas nous faire du bien, résister aussi à tout ce qu'on ne doit pas faire à autrui, l'éducation à l'action économique, à l'implication économique, parce qu'on se rend compte maintenant que sans argent, je ne dis pas sans beaucoup d'argent, mais sans argent, les gens n'existent quasiment pas. Donc il faut aussi que le Guadeloupéen puisse être éduqué à l'investissement économique, qui ne soit pas uniquement sur la branche sociale, la branche de la misère, comme le disait Mme Raphaël, de la consommation. Donc le vivre ensemble a ce prix de toutes ces différences rassemblées qui doivent être harmonisées et produire donc pour chacun une énergie positive de telle manière qu'intérieurement, on soit bien avec soi-même, c'est-à-dire qu'on soit bien dans son paradis intérieur, parce qu'on aura pris le temps de construire, d'aménager une relation avec autrui qui soit fondamentalement basée sur le respect et la tolérance, sur la tolérance et le respect. Merci. Donc, nous cheminons avec les appels. Nous faisons le tour de plateau, mais avec les appels, puisqu'il y en a beaucoup. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui. Nous
nous avons quelques difficultés pour entendre ce téléspectateur. Oui? C'est comme moi, Oui, donc nous avons quelques soucis. Le temps de faire un point et nous poursuivons donc notre tour de plateau Harry. Le vivre ensemble en Guadeloupe, à quel prix? À quel prix? Alors, moi, il y a déjà... Alors, bon, le vivre ensemble, pour moi, il s'est toujours fait... Alors, avant de débuter, puisque je sais que ça sera long et que je ne pourrai pas forcément interrompre, alors, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'était pour intervenir. Là, j'ai du mal à entendre. Oui, je disais que j'ai entendu un appel tout à l'heure là, quelqu'un dire que la Guadeloupe a progressé rapidement. Non, je dirais plus que la Guadeloupe était en retard. Et du coup, là, on a eu... Ça ressemble à une progression, mais en fait... ce qui m'étonne un petit peu, c'est-à-dire qu'on parle du vivre ensemble alors que nous sommes dans une situation spécifique. Déjà, culturellement parlant, nous avons un problème entre nous, c'est-à-dire on avait du mal à nous définir à un moment donné. Et aujourd'hui, on se demande est-ce que nous sommes un peuple, une population, qui sommes-nous? Et du coup, on est dans l'acceptation comment je pourrais dire ça? On est dans l'acceptation, c'est-à-dire on nous demande d'accepter certaines choses et à ce moment-là, quelque part, on nous demande aussi d'accepter certaines choses, mais on a du mal à nous accepter nous-mêmes. Donc, est-ce que ce décalage-là ne fait pas que, bon, voilà, qu'on est en souci avec nous-mêmes? Et est-ce que cette question-là, la question qu'on nous pose là, parce que pour faire peuple, il faut déjà qu'on soit nous avant d'accepter l'autre. Donc voilà, donc moi, c'est ce problème-là, cette contradiction-là, j'ai du mal à comprendre, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Voilà, donc je poursuis avec Harry. Bon. Alors, nous avons un pays qui a fonctionné avec des communautés, je le répète, différentes, des ethnies différentes, etc. Et qui a fonctionné et sans conflit interne. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Hein. Il y a eu plein de problèmes ici, mais on n'a jamais assisté à de conflits internes réels ici, entre les communautés. Ça a évolué, ça a progressé. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a eu un mélange culturel énorme. Parce que... Et un enrichissement énorme. D'ailleurs, je pense que le Guadeloupéen, et c'est d'où la richesse d'ailleurs de ce pays-là, est ouvert. Et le Guadeloupéen est ouvert à tout. Culturellement, il est très facile à vivre parce qu'il est toujours prêt à écouter d'autres choses, il a toujours s'intéresser à autre chose, etc. Donc le problème ne se pose pas là. Parce que quand on dit à quel prix, mais le Guadeloupe, bien sûr, on le laisse tranquille, il n'a même pas à payer de prix. Hein, il vit ensemble, il continue. Hein. En réalité, le problème qui se pose, c'est que la situation de ce pays, qui n'est pas normale, qui n'est pas normal. Ouais. Parce que finalement, c'est pas normal politiquement, c'est pas normal économiquement, c'est pas normal. On est atypique. De ce fait, il y a un danger permanent à deux titres. Parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que la qualité de vie. Il y a 60 ans, il fallait payer quelqu'un pour le faire venir ici. Maintenant, il se précipite tout seul. Mais parce qu'il y a une qualité de vie. Quand le monsieur a dit on est allé trop vite, je pensais que c'est ça qu'il allait dire. On s'est retrouvé avec un pays qui aujourd'hui peut répondre à pratiquement à tout, à un homme. C'est une qualité de vie extraordinaire parce qu'on n'est plus isolé, on n'est plus une île, on est ouvert sur tout avec les moyens techniques, etc. On peut diriger une entreprise en étant ici et diriger des entreprises dans le monde. Aujourd'hui, ce pays-là est très attractif. Mais les Guadeloupéens ne se sont pas donné les moyens
de protéger leur pays et de le tenir. Et ce pays est très attractif. Et aujourd'hui, il y a une forte invasion rapide avec un objectif. Le pays il est bon, on le prend, mais jouir, mais pour jouer, il faut le prendre aussi. Et l'histoire l'a montré, on a toujours pris des pays. On a pris toute l'Amérique, on a toujours pris des pays. Et aujourd'hui, une petite île, c'est pas un problème. Et en plus, on a déjà tous les outils politiques et tout le reste pour régler le problème. J'ai vu en 95 un type vendre des locaux qu'il avait sous les Champs-Élysées pour acheter un terrain à Saint-Martin et là monter une école privée. Et à l'époque, j'avais discuté avec un banquier à Paris, je lui avais dit, vous savez, il disait qu'ils n'ont pas de garantie sur les biens, ils ne font pas d'investissement d'hommes en tant que banquier, parce que, bon, pour eux, c'est l'étranger. Bon. Je lui ai dit, certes, mais vous avez intérêt à faire très attention, parce qu'aujourd'hui, vos compatriotes vont de plus en plus vendre toutes vos pépites ici pour aller chez nous. Parce que de plus en plus, l'avenir, ça va être ça. Ensemble en Guadeloupe, à quel prix? Mais le problème, alors je dirais pas, pour moi, c'est pour sauvegarder le vivre ensemble en Guadeloupe qui existe. Justement, aujourd'hui, le prix à payer, c'est faire en sorte de maîtriser son pays politiquement. Et je regrette, on ne peut pas faire autrement. Il faut le maîtriser. Tous les pays du monde savent sauvegarder. C'est évident. Dans la plupart des pays, vous ne pouvez pas entrer et monter des affaires comme ça. Ça n'existe pas. Les pays libres, ça n'existe pas. Il y a toujours eu un système pour vous éviter, empêcher de faire ça. Ça n'existe pas. Ici, vous achetez toute la Guadeloupe en un jour de mer. Vous venez, vous achetez la Guadeloupe, vous faites un chèque, vous partez. Or, aujourd'hui, il y a les moyens de faire ça. Il y a des gens qui peuvent faire ça. J'ai vu quelqu'un acheter un terrain, construire une maison, ça lui a coûté 800 ou 900 000 euros, il l'a revendu à un Canadien 1,5 million en moins d'un an. Aujourd'hui, la Guadeloupe monte en valeur. Et la Guadeloupe, elle ne pourra pas acheter. Ces moyens ne lui permettront pas d'acheter. Donc, on est en train de perdre ce pays-là de façon tout à fait naturelle dans le jeu économique capitaliste. On ne peut pas faire face. Et le prix monte, et le prix va continuer à monter. Alors en plus, justement, le prix monte, on ne peut pas acheter. Et deuxièmement, vous avez, et ce que j'appelle l'autre partie de la situation, vous avez les imbéciles qui, eux, arrivent, qui sont sûrs d'être les plus beaux, les meilleurs et les machins, et qui vont venir en plus provoquer. Et c'est peut-être ceux-là qui, justement, vont provoquer l'autre situation, qui va être l'explosion. Il n'y aura pas le truc économique, peut-être, mais il risque d'y avoir l'explosion. La Guadeloupe, aujourd'hui, est une sorte de poudrière qui se cherche. Et c'est là où, je dis, le vivre ensemble, à quel prix? C'est à quel prix pour l'autre qui arrive. Il a intérêt à faire de gros efforts pour vivre ensemble, parce qu'à mon avis, le seul moment où je connais la Guadeloupe, c'est quand la Guadeloupe se réveille comme ça. On a déjà eu quelques exemples. Ça peut être très dangereux pour tout le monde. Robert. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Déjà, relativement à cette notion de vivre ensemble, à quel prix? La responsabilité, l'éducation, le respect, on a toujours dit ça. Je crois que pour vivre ensemble, il faut être deux. Il ne faut pas être tout seul. Il y a un peuple et il y a d'autres personnes qui viennent. Ça signifie quoi? Ça signifie que le peuple prenne conscience qu'il est, lui, un peuple, qu'il est, lui, une réalité historique, qu'il est, lui, une réalité culturelle, linguistique, et que l'autre prenne conscience qu'il a en face de lui, l'autre communauté, qu'il a en face de lui, qu'en face d'elle, une communauté. Ça signifie deux choses. Ça signifie qu'on est prêt à respecter la communauté, qu'on prenne conscience que l'autre communauté existe, que l'autre communauté existe, qu'on soit prêt à partager avec la communauté. Mais le partage d'échange. Alors, j'aime pas beaucoup le terme mondialisation. J'aime pas beaucoup le terme mondialisation. Pour moi, la mondialisation, c'est l'échange de culture, c'est un agir politique qui crée l'échange de culture, alors que aujourd'hui, nous sommes dans la globalisation. La globalisation qui fait qu'il n'y a plus de culture. C'est le système économique qui domine, c'est le système financier qui domine. Et donc, moi, je suis pour une réelle mondialisation qui va dans le sens du respect de chacun, du respect des cultures de chacun, du respect et du partage, parce que ce que ma communauté, elle peut apporter à une autre communauté peut m'apporter. Mais il ne s'agit pas qu'une communauté vienne me dire « je suis supérieur à vous » et donc
c'est moi qui vous apporte. L'histoire a montré que la colonisation et d'autres choses ont montré ça. C'était des globalisations qui détruisaient les autres. Or, je suis moi. Et aujourd'hui, le prix, c'est responsabilité, éducation, partage, éducation, respect et échange réel sur la base de l'égalité. Sur la base de l'égalité. Pas l'égalité au sens de loi, mais de l'égalité au sens de je suis pareil à toi. Au sens de la verticalité. De la verticalité. Et c'est ça qui est fondamental pour moi aujourd'hui. Et je finis en disant, nous, Guadeloupéens, aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à prendre conscience de tous ces éléments-là, nous faisons une batte. Quand on dit nous faisons une batte. Nous faisons une batte. Samuel. Moi, je suis aussi au d'avis de Robert. Aujourd'hui, la Guadeloupe, c'est un pays attractif. Et encore plus depuis la pandémie. On voit bien que nous sommes devenus un joyau du monde. Et malheureusement, on n'en a pas la main. Et Harry touche du doigt quelque chose. C'est un pays qui sera presque... Les choses ne seront pas accessibles par les Guadeloupéens eux-mêmes. Même si on demande aux Guadeloupéens de ne pas vendre leur terre, de ne pas vendre leur maison, mais c'est jamais d'autres Guadeloupéens qui peuvent acheter. Sauf lorsque vous pouvez venir avec le montant d'une maison que vous avez vendue de l'autre côté, vous arrivez ici, vous n'avez pas de problème, vous n'avez même pas besoin de prêt bancaire. Ce sont des gens qui souvent vont chez le notaire et l'achat n'est jamais conditionné à un prêt bancaire. Donc c'est déjà notre vision. Donc même si vous essayez de faire une résistance sur ça, moi, je vais m'évertuer à dire, comme on l'a toujours dit, c'est l'économie, on doit plus. Et je veux attirer l'attention des Guadeloupéens sur quelque chose. Je fais quelques réunions avec les services de l'État. Et il y a une chose qui m'agace au plus haut point, c'est lorsque j'entends la petite phrase qu'on peut entendre en France dire « on ne pourra pas sauver toutes les entreprises ». Mais c'est dit avec une certaine légèreté. Et aujourd'hui, je dis qu'attention, les entreprises guadeloupéennes n'ont pas la même histoire que les entreprises françaises. Je n'ai jamais cessé de le dire. Nous ne sommes pas des entreprises du CAC 40. Nous ne sommes pas des entreprises qui ont été cessibles depuis 1800, depuis 1700, de père en fils. Pour la plupart, nous avons mis toute notre force pour pouvoir créer des entreprises, mais pas seuls, avec des employés qui parfois aussi ont permis à cette richesse-là. De quel droit on peut se permettre comme ça de dire on ne va pas sauver les entreprises parce qu'elles ne répondent pas? Et j'ai attiré l'attention des services de l'État en leur disant c'est l'occasion pour justement remettre certains compteurs à zéro, parce que l'entreprise guadeloupéenne avait ce malade avant, et je ne me cache pas pour le dire, avant la pandémie. Donc aujourd'hui, elles sont encore plus fragilisées. Lorsqu'on voit que le tourisme, d'ailleurs j'ai vu le président de la CCI venir l'expliquer hier, quand le tourisme est touché en Guadeloupe, le bâtiment est touché, enfin vous avez des secteurs quand ils sont touchés en Guadeloupe, c'est le pays qui est menacé. Donc c'est les Guadeloupéens, c'est notre société. Donc il va falloir à quel prix? Je pense que c'est au prix, nous sommes obligés aujourd'hui, nous sommes contraints de nous mobiliser pour pouvoir développer notre pays. De nous mobiliser. Les Guadeloupéens sont contraints, nous sommes obligés de le faire. Parce que sinon, nous allons disparaître. Ça va être au prix de le faire, sinon on va disparaître. Et lorsqu'on le dit à chaque fois, peut-être que c'est vrai que c'est récurrent. C'est une fois de plus. C'est une fois de plus. Mais il faut qu'on continue à le dire. Parce que c'est important de dire aux Guadeloupéens aujourd'hui, prenez votre pays en main, parce que vous devez avoir une monnaie d'échange. Et la monnaie d'échange, c'est vraiment ça. C'est d'avoir le capital aussi pour pouvoir parler avec l'autre j'ai envie de dire, à égalité. On ne peut pas comme ça dire aux gens, bon voilà, qu'est-ce que vous nous donnez, qu'est-ce que vous faites? Il faut venir, il faut peser sur la table, et c'est ça. Donc aujourd'hui, il faut forcer toutes les personnes qui ont en charge l'économie dans ce pays-là. Il faut qu'on se dise qu'on a une obligation, c'est celle de réussir l'entreprise guadeloupéenne et celle de réussir la Guadeloupe pour nos enfants, parce qu'on a encore vu un rapport qui est sorti encore aujourd'hui, où les jeunes continuent. Nous sommes moins de 380 000 maintenant, et où les jeunes continuent à ne pas partir. Donc ça, c'est grave lorsqu'un pays perd sa jeunesse. Oui. Je voudrais rebondir sur ce que dit Sam. La Guadeloupe n'est pas attractive aujourd'hui, elle l'a toujours été. C'est une terre particulière. Et je pèse mes mots en disant ça, parce que je voudrais surtout dire qu'actuellement, de ce que je vois sur le terrain, la Guadeloupe est une terre convoitée, très convoitée. Et quand il y a de la convoitise, il y a de la dérive. C'est pour ça que j'ai dit encore plus attractif. Non, c'est pas le système, c'est le système capitaliste financier. C'est le système financier, parce qu'il y a des capitalistes qui sont utiles. Absolument. C'est le système financier de la globalisation.
Oui, quand le système capitaliste vit simplement du jeu entre les déséquilibres et que les déséquilibres restent humainement supportables, il n'y a pas de problème. Hein, c'est du développement. Mais effectivement, quand c'est du capitalisme financier, donc de la cupidité, c'est ça le terme, pour prendre le bouquin de Stiglitz, là on est effectivement dans toute espèce de dérive. Alors maintenant, le mot de la fin. Ce qui veut dire qu'effectivement... Juste pour ajouter un Raphaël, on a besoin de ce capitalisme guadeloupéen. Bien sûr. Ah oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Alors, ce qui veut dire effectivement qu'il y a deux notions. Il y a le prix, effectivement, on a bien vu, le prix il est économique, il est culturel, il est dans les comportements, il est dans l'éducation, mais il y a surtout le coût. Parce que le prix des monétaristes, hein, on peut le payer, on ne peut pas le payer, mais le coût, et on est bien d'accord et on l'a dit, c'est l'harmonie et éventuellement la survie de la Guadeloupe en tant qu'entité, enfin non pas en tant qu'entité, en tant qu'identité. Donc sommes des entités qui l'ont construite. Alors ces entités qui ont permis l'identité guadeloupéenne, c'est ce que disait Harry, pendant longtemps, elles se sont auto-ajustées. Il y a une auto-organisation spontanée qui a fait que ces entités qui étaient les nôtres, historiques, basiques, ont trouvé des ajustements, ont trouvé des correspondances qui ont permis de tenir. Il est clair que ces auto-ajustements ne seront pas suffisants pour répondre aujourd'hui au pari de demain, et au pari déjà d'aujourd'hui. Et que donc se pose pour nous tous le projet du vivre ensemble. Il faut le poser. Et donc le poser comment ? C'est difficile, mais c'est tout à la fois une quête et une conquête. C'est une quête collective. Il est clair qu'on n'a pas la réponse individuelle, mais que c'est une démarche, tu as employé le terme, c'est une démarche collective de cohérence, d'intégration et aussi d'appartenance. Savoir enfin qui nous sommes et de quel sang on relève. Mais c'est aussi une conquête de soi, sur soi, c'est tout ce qu'on disait. Une conquête sur soi, c'est aller vers le pays, être du pays, et puis quelque part, nous-mêmes, oser faire, oser dire, oser se développer, oser s'engager, oser retourner au pays. Osez prendre fer ici, parce que vous prenez du fer en France. Venez le prendre ici. Si c'est un pays attractif, comme tu dis, pour d'autres, pourquoi il ne l'est pas pour nous-mêmes ? Donc le pari, il nous est posé en plein dans le visage. C'est un pari du développement, c'est un pari dans quelque chose de particulier, qu'il se pose sur l'espace physique, l'espace territorial de la Guadeloupe, mais qu'il ne se pose plus sur le temps, parce que si on ne fait pas attention au temps, on a perdu. C'est-à-dire que l'accélération du temps, la rapidité avec laquelle les choses se font maintenant, il faut plus que de la vigilance, il faut de l'anticipation, parce que le schéma action-réaction ne suffit pas, on est déjà trop dans la réaction. En fait, c'est le pari de la responsabilité et de la volonté. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui. Et je peux dire quelque chose. Parce que là, je vais conclure. Parce que je vais conclure. On vient de dire beaucoup de choses. Eh bien, je vous dirais, c'est quoi notre pari aujourd'hui ? Notre pari aujourd'hui, c'est de réussir à faire rentrer des capitaux sans céder le patrimoine, sans qu'on soit vidé de notre patrimoine. C'est ce pari-là qu'il nous faut gagner aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de capitaux. Il y a de l'épargne guadeloupéen, mais on a besoin de capitaux. Si on veut faire du bon développement, il faut des capitaux, et c'est le jeu de l'économie, c'est comme ça que ça marche. Donc il faut pouvoir faire entrer les capitaux. Mais il ne faut pas se démunir et se retrouver demain matin complètement étranger chez soi. Mais c'est ce pari qu'il faut jouer. Il y a des solutions, et je vous dirais même, et je pense qu'en définitive, parce qu'on a bien montré du doigt celui qui ne respecte pas le savoir-vivre, mais je pense même que paradoxalement, ce développement-là, ce pari-là, intègre cette population-là, mais sous une autre forme. D'accord. Bon, merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce sujet, le vivre ensemble en Guadeloupe, à quel prix ? Et je tiens à vous rappeler cette phrase que j'aime beaucoup de Martin Luther King: nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Voilà, donc merci à vous d'être venus. Le débat a été très riche, nous avions beaucoup d'appels. Malheureusement, nous ne pouvons prendre tous ceux qui nous arrivent, mais vous aurez la possibilité de le faire mardi prochain avec un autre thème qui sera tout aussi intéressant, et un thème où chacun
va se retrouver, puisque nous parlerons encore des Guadeloupéens, nous parlerons de nous et nous parlerons aussi de ce vivre ensemble sur le territoire de la Guadeloupe. Excellente soirée à tous.